Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopy.com, Canopee.com, l'application qui vous permet de trouver le meilleur praticien en médecine complémentaire, faire un check-up bien-être pour faire le point et recevoir du contenu gratuit pour prévenir l'apparition de maladies et être au top de votre forme. Avec notre podcast Génération Canopée, je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, artistes, sportifs, entrepreneurs ou spécialistes pour comprendre comment ils font pour être heureux, être en bonne santé et performants, pour que nous aussi derrière, nous puissions être plus heureux, en meilleure santé et plus performants. Et ça, franchement, ça m'est vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous ? Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Catherine Testa. Bonjour Catherine. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal. Ouais, bon, super. En tout cas, je suis vraiment ravi de t'avoir. Ça s'est fait très rapidement et puis voilà. Je pense qu'on va passer une heure et demie ensemble sur des thématiques qui te tiennent à cher, n'importe quoi. Qui me tiennent à cœur. Qui te tiennent à cœur. On va partir plutôt comme ça. Et moi aussi, parce que mine de rien, on a des points communs sur la partie environnementale, la partie un peu QHSE, mais surtout santé mentale que l'on va parler aujourd'hui. Bon, qui tu es, Catherine ? Oh là là, est-ce que vous avez 5 heures ou 5 jours ? Quelle question. On me la pose beaucoup en ce moment et j'aime bien me définir comme une curieuse avant tout, une curieuse de la société dans laquelle on pourrait vivre et qu'on pourrait créer. Alors dit comme ça, c'est peut-être un peu flou, tout le monde va me dire bah oui mais attends, je comprends pas. En quelques mots, je suis une ancienne du développement durable, j'ai travaillé dans le digital et je me suis interrogée sur quels étaient les grands changements sociétaux. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à être ce qu'on appelle fondatrice d'une petite entreprise qui gère l'optimisme, qui est un site qui vise à mettre en avant des initiatives positives, donc l'optimisme.com ou l'optimisme.pro en fonction de si on parle société sociétale ou société entreprise. Je suis auteure en parallèle et ouais, je crois que la curiosité serait peut-être le grand socle de tout ça. Ok, merci Catherine. En effet, quel parcours de partir de l'environnement et puis switcher gentiment vers la santé, même plus que ça, et on en reparlera un peu plus tard. Mais est-ce que tu veux bien nous raconter un peu cette histoire, parce que j'aime bien rentrer un peu dans le vif du sujet, des histoires personnelles des gens. Alors justement jusqu'à un certain niveau, bien entendu, mais parce que en fait c'est assez exceptionnel ce qui t'est arrivé entre partir outre-Atlantique et puis revenir en France et puis voilà, faire ce que tu fais. Alors exceptionnel, je sais pas. Je pense que ça résonne évidemment aussi avec ton parcours en l'occurrence. Je suis une diplômée du développement durable. Alors à l'époque, on parlait même pas encore vraiment de développement durable. On avait du mal à définir ce que c'était. Donc c'était de la science et du génie de l'environnement, on disait comme ça à l'époque, et puis du management des entreprises et des collectivités en termes de management environnemental. Donc je suis vraiment partie de l'environnement. Et puis alors tout ce qui est normes ISO, à l'époque c'était la 14000, et de fait à l'époque on me disait ma pauvre Catherine, le développement tout le monde s'en fout. Je crois que c'était vrai. Parfois je m'interroge encore aujourd'hui, est-ce que ça l'est encore, mais c'était pas du tout dans la mouvance un peu boboïste qu'on peut voir aujourd'hui. C'était en 2007, j'étais à l'ADEME, 2006, j'étais à l'ADEME. On était avant le premier Grenelle de l'environnement, donc ça remonte. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me plonger dans toutes ces thématiques. Effectivement, j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai travaillé avec la Chine, avec l'Allemagne, sur tout ce qui était thématique environnementale, et j'ai commencé, pour le compte d'un patron, à fédérer les directeurs du développement durable dans toutes les boîtes, enfin France, étranger, machin. Avant de me rendre compte qu'en fait, vraiment, ouais, tout le monde s'en foutait. Il y avait beaucoup de bullshit derrière ça. Il y avait des gens très engagés, mais il y avait vraiment de tout. En l'occurrence, du stagiaire qu'on avait
projeté à faire de l'ISO 14001 au mec qui revoyait la stratégie de l'entreprise, ça serait quoi une entreprise au regard des enjeux environnementaux. Donc tu vois, tu avais une sorte de dichotomie très intéressante, et là j'ai compris et j'ai cherché à m'interroger pourquoi le grand public n'avait pas conscience des enjeux en fait inhérents à toutes ces thématiques, et c'est comme ça que je me suis reroutée vers tout ce qui était marketing digital. En me disant il faut que je comprenne pourquoi tout le monde s'en fout en l'occurrence, et donc j'ai fait mes billes là-dedans pendant 4-5 ans, et c'était marrant parce qu'à chaque fois que tu abordes une nouvelle thématique, tout le monde te dit que ça n'a pas d'intérêt, pourquoi est-ce que tu vas l'aborder. Moi je me rappelle à un moment donné où les grandes entreprises nous disaient on a des centres commerciaux, pourquoi est-ce qu'on vendrait en ligne, c'est antinomique avec la notion même de luxe. Et puis ces deux changements en fait qui pour moi étaient deux changements fondamentaux de réflexion de la société, à ces deux regards, je me suis dit oh là là, on va droit dans le mur, hein. Enfin, très, très clairement je me disais on va droit dans le mur. On comprenait pas en fait, et ce monde très siloté, je me disais c'est absolument incroyable. Et j'ai eu très peur en fait, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu très peur. Je suis entourée de copains collapsologues qui sont persuadés que la fin du monde est à 2030. Et je me suis dit, en fait, je peux pas me laisser aller à ça. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur l'humain à proprement parler, en me disant, finalement, c'est que des révolutions personnelles qui vont permettre peut-être de faire attention aux autres écosystèmes. Et le digital, qui était un outil, on pouvait y mettre ce qu'on voulait, soit on se disait que l'outil allait servir l'humanité et le bien commun en fait, ou qu'on allait en faire le pire. En fait, les outils sont des choses très neutres à la base. Pareil, en cheminant, je me disais quand même, en fait, il faut que les gens se rendent compte qu'ils ont le choix, en fait, qu'ils ont le choix du parcours, qu'ils ont le choix de ce qu'ils vont créer dans la société avec un grand S. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la thématique de l'optimisme, en me disant que c'était vraiment la grande oubliée, et que autant être pessimiste, se laisser aller au scénario catastrophe, on savait à peu de choses près tous le faire. On vit dans une ère de dystopie, il suffit d'allumer la télé, t'as les scénarios catastrophes, t'allumes Netflix, t'allumes machin. Ouais, c'est assez vendeur aussi, donc c'est compréhensible d'un côté, on va dire purement business, bien sûr, mais incompréhensible de notre côté, de notre vision en tout cas. Bien sûr, mais si personne ne se laissait aller au scénario optimiste, en fait, on allait créer la société qu'on imaginait. Et s'il y avait plus personne qui était capable de dire mais attends, un outil, on peut l'utiliser pour le bien commun, ou on peut changer des choses dans une entreprise, des systèmes managériaux, tout est réinventé. Enfin, nous sommes la société, on blâme la société, mais nous sommes la société, tout peut se réinventer en fait. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, en fait, ce qui nous manque, c'est probablement de l'optimisme. Et comme tu dis, on est des mammifères, alors on regarde les scénarios catastrophes, on se dit qu'il y a pire ailleurs, alors on regarde, on est tous un peu voyeurs, alors on regarde. Et en fait, se laisser aller à une sorte de défaitisme, si je faisais ça, je ferais peut-être ça un jour d'ailleurs, je repars en Normandie planter des carottes. Voilà, et j'attends que ça passe. Et je voulais pas me laisser aller à ça. Ok. Et d'ailleurs, on peut capter, là, ça fait quelques minutes qu'on est déjà ensemble, l'optimisme que tu as déjà en toi. Et ça, c'est assez chouette, en tout cas, de pouvoir partager justement des choses comme ça, parce qu'on voit l'énergie que tu as, et on voit comment tu as switché, et mine de rien, de manière très intelligente, tu t'es dit, ok, quelque part, j'ai envie d'impacter ma planète, j'ai envie d'impacter quelque part aussi l'environnement, mais comment je peux le faire du mieux possible? Donc, on passe par le digital, et puis, en fait, on passe aussi par l'humain. Et en effet, moi, je crois profondément par le fait que en travaillant sur soi, puis le fait d'avoir travaillé sur soi, on va rayonner, qui va faire que les autres vont commencer petit à petit à changer, et ces personnes-là vont changer, donc ils vont agrandir en fait ce cercle, jusqu'à en fait travailler aussi sur notre environnement avec un grand E, parce que plus on fait attention à soi, plus on a envie de faire attention aussi à la planète et aux autres. Et donc quelque part, c'est une manière très intelligente, en tout cas je trouve, de ta part, d'avoir mis ça en place. Et surtout, les choses, j'avais compris, elles changeaient par l'exemple, en fait. Elles changeaient pas par la théorie. Et comme tu dis, à un moment donné, tu essaimes, en fait. Quand d'autres personnes se rendent compte que, oui, il peut être possible de faire mieux, ils osent, en fait. Ils osent tenter de faire autrement. Et la réalité,
c'est qu'on ne voit pas. En fait, on entend très très fort, comment ça s'appelle, il y a une énorme amplification de ce qui ne va pas, globalement dans la société, même dans le monde de l'entreprise. Souvent, je fais le parallèle entre la société avec un petit S, donc l'entreprise, et la société avec un grand S. C'est des écosystèmes de toute façon. On entend très très fort ce qui ne va pas, et ceux qui changent généralement, c'est les plus silencieux. Et pour moi, il manquait d'écho, il manquait d'amplificateur en l'occurrence, et c'est souvent ce qui fait défaut à celui qui a envie de changer, c'est se dire que c'est possible. En fait, on manque d'audace. On manque d'audace de faire les choses différemment. On a peur parce que les systèmes sont pas faits pour changer régulièrement. Et je voulais, et vraiment, je me disais que c'était une des failles, en fait, une des lacunes que notre société pouvait avoir, c'était d'avoir des sites du média, en fait, qui mettent en avant le beau pour donner aux autres envie, le courage d'y aller, en fait. Et donc, c'est comme ça, et puis j'étais pas du tout du domaine j'avais jamais créé de site web, je connaissais personne dans le monde des médias, mais je me disais que j'en aurais eu besoin, en fait. Et quand j'avais bossé justement dans ces deux thématiques du développement durable ou du digital, je me disais, mais partout, il y a des gens incroyables, en fait. Et j'avais rencontré tellement de gens incroyables que les autres ne voyaient pas, que voilà, c'est un peu comme ça que je me suis dit, il faut mettre en avant et créer des amplificateurs de ce qui pourrait servir une cause plus globale que de l'individualisme, et voilà. Ouais, je te rejoins complètement, et allant moi aussi dans les entreprises, j'ai eu l'occasion de voir un peu comment beaucoup fonctionnent. Alors c'est le cas en France, ça change quand on va au Canada, où les mentalités sont vraiment différentes, et c'est ça qui est génial, mine de rien, sur cette planète, de pouvoir aller d'un pays à un autre avec des façons de faire et des façons de dire différentes. Mais tu vois, si je reprends la France, j'ai vu beaucoup de managers qui voulaient que leurs équipes changent, mais du coup qui essayaient de faire en sorte qu'ils changent en leur disant quoi faire, sans que eux-mêmes changeaient. Et en fait, c'est toute la clé, en tout cas à mon sens, c'est vraiment nous on change, on est exemplaire en tant que manager. Si je prends le rôle du manager, si on tend vers l'exemplarité, parce qu'on peut pas être à 100% exemplaire, mais on tend vers l'exemplarité, et qu'on change nous, justement, les autres vont gentiment changer, et on peut faire prendre conscience, notamment par des questions, tout simplement de dire qu'est-ce qui serait le mieux possible pour toi, le mieux, ou là en tout cas la chose la plus intéressante pour toi, pour que tu puisses prendre du plaisir dans ce que tu fais là aujourd'hui dans ton travail, et en même temps qui servent aussi l'entreprise, en tout cas la société avec un petit S et la société avec un grand S, in fine. Et en fait, c'est tout un cheminement différent, en fait, qu'on a l'habitude parfois de penser, même si on est dans des nouveaux, on va dire, mouvements, et tant mieux pour ça, mais il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et bien avant, c'était très direct comme management, et là on est plutôt dans un management justement un peu plus bienveillant, où on va commencer à interroger pour faire prendre conscience, parce que notre cerveau est comme ça, c'est à partir du moment où on se pose des questions qu'on va pouvoir justement changer, et non pas en nous disant voilà, c'est comme ça, point barre, ok, en termes de créativité, en termes de tout ce qu'on veut derrière, justement on est limité, et puis ça va pas jusqu'au bout, du moins pendant pas très longtemps. Et tu as raison, je te rejoins, c'est la déconstruction aussi de ce qu'on nous a parfois appris. En l'occurrence, quand on doit s'exprimer, en fait, à titre individuel, enfin l'expression de son soi, en fait. Souvent on me disait, ouais, mais souvent tu vois, tout ce qui est réflexion personnelle, c'est vu comme un truc un peu égoïste, et surtout vu comment ça peut être galvaudé en France, genre vous allez réussir, faites du développement personnel pour réussir, mais non, c'est pas du tout ça la question, c'est complètement, on a décalé le prisme. La réalité, c'est se questionner, et quand on se questionne soi, tout d'un coup, on se rend compte, au fil du parcours, qu'on n'avait rien compris. Moi, littéralement, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai passé comme année à en fait ne rien comprendre, et puis là, je me dis ça aujourd'hui, et dans 30 ans, je me dis, ma pauvre Catherine, t'avais pas compris grand-chose dans les années 2020, quoi.
Et tout d'un coup, je pense que réfléchir sur soi, ça amène à peut-être beaucoup plus de tolérance de l'autre parce qu'on connaît nos systèmes limitants quand on va sur les sujets comme les biais cognitifs et autres. Ça nous ramène peut-être à une vulnérabilité. On se rend compte qu'on est des petites choses un peu et qu'on soit manager, patron, salarié, collaborateur, infirmière, gendarme, fleuriste. En fait, on se rend compte qu'on est des éléments d'un système et ça, je pense que c'est très important, se rendre compte qu'on est un élément du système en fait. Enfin, dans le sens noble du terme, hein. On n'est pas, je suis pas dans 1984 là, mais on est un élément du collectif. Ça serait peut-être plus joli dit comme ça. Et ça nous ramène à peut-être de l'accueil un peu plus de l'autre, et puis de proche en proche, comme tu le dis, à un moment donné, à une réflexion. Ok, et nous, dans notre écosystème plus global, qui est la planète, en fait, moi, je crois pas aux injonctions dont attention, faites ceci, faites cela. En fait, il faut que ça passe par j'ai compris pourquoi il fallait le faire. Et cette compréhension, comme tu l'évoques, c'est généralement un cheminement personnel. Et on peut te dire soyez libre, soyez créatif. Ok, mec. C'est quoi être créatif? Comment je suis créatif? Généralement, on m'a flingué ma créativité quand j'étais gamin. On m'a dit tu fais du dessin, tu feras ça en passe-temps. C'est pas essentiel le dessin. Celui qui s'exprimait comme ça ou par l'écriture ou par une autre forme d'art. Et tout d'un coup, faut être créatif dans le monde de l'entreprise. Oula, il y a quand même un cheminement. Et il y a cette notion, comme que tu évoquais, il y a peut-être une grande question pour moi, c'est la notion du temps. En fait, on pense toujours dans le temps court, c'est-à-dire faut qu'on pivote à horizon 1 an parce que il y a les perspectives budgétaires, etc. Alors on veut pivoter en 1 an, mais des réflexions, c'est sur 5, 10, 20 ans. Je pense, ou alors je suis très lente. Ou même plus. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'on réfléchit. Et ça, c'est vrai qu'une transformation, une transformation, pour moi, ne peut pas être à court terme. En l'occurrence, on peut avoir des déclics au fil des années, mais une transformation d'entreprise, faut laisser le temps, en fait, le temps des petites graines qui vont pousser de façon différente, jusqu'à faire un joli jardin, en fait. Si les salariés, la métaphore des salariés qui sont peut-être une graine qui pousse. Et exactement. Et la créativité, justement, est essentielle. Ça me fait penser à quelque chose, tu vois. Je suis intervenu il y a peut-être 2 ans maintenant dans une entreprise avec une de mes sociétés, Solutions QHSE. Et là, pour le peu, c'était une formation managériale sur la partie, notamment visite terrain. Alors, si tu vas visiter, en fait, c'était une production justement c'était dans les journaux. Et donc, du coup... une imprimerie et donc c'était assez marrant parce que le manager avait l'air super très bienveillant, sympathique, etc. Ça faisait 20 ans à peu près qu'il était dans cette société et donc là l'idée c'est qu'à un moment donné dans la journée je leur dis allez voir une personne et puis visitez-la. Alors c'est pas un audit mais c'est plutôt une visite, c'est qu'on va visiter, il y a un temps pour la regarder, pour voir un peu comment elle fonctionne et puis après on interagit, on pose des questions pour savoir comment elle fonctionne de cette manière, pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer les manières de faire, justement par le questionnement et par rapport aussi au fait qu'on l'a vu. Donc on peut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, c'est génial, il y a des choses qui sont améliorées, et donc là aussi, comment on fait pour les améliorer. Et là, en fait, il a pris une claque, il revient vers moi, il me dit « Waouh, je vais te dire quelque chose, Quentin, ça fait, depuis que je suis là, je la connais, cette personne, donc ça fait 20 ans que je suis dans cette société. » Et je lui ai toujours dit qu'est-ce qu'il fallait faire, mais je me suis jamais posé la question de qu'est-ce qu'elle voulait faire et pourquoi en fait, il fallait faire ça. Et je me suis rendu compte que c'était une personne qui était là, toute fanée quelque part, qui manquait de créativité, qui avait pas le sourire aux lèvres. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, moi ça m'a touché personnellement. Lui, ça l'a touché également, parce que là, il a compris en fait que sa façon de manager était d'un ancien temps et qu'il fallait justement remédier à une nouvelle technique. Et du coup, il a compris. On s'est revu 1 an après sur un autre type de formation. C'est génial parce qu'il a
c'est complètement ouvert. Tu parlais voilà de la petite graine, bah là c'était une plante qui s'ouvrait complètement, une fleur qui s'ouvrait complètement, et c'était assez génial justement de voir cette évolution de ce manager, mais qui montre quelque chose qui est important dans notre société, c'est que beaucoup de gens n'expliquent pas pourquoi en fait on fait les choses. Alors même si les nouvelles générations, eux, sont vraiment en demande et ont besoin de ce pourquoi, hein, de ce big why par exemple pour certains. Mais et tant mieux, mais il y a toute une population mine de rien qui de travailleurs qui est là et qui vont au boulot en se disant bon ben ok, je vais bosser quoi. Et c'est ça qui est un peu dramatique en tout cas pour moi, qui est incapable de faire sans sens quelque chose. Et je te rejoins, tu sais, moi, pareil, je donne beaucoup de conférences. Moi, je fais juste des conférences, j'accompagne pas. Je serais vraiment pas douée pour ça. Mais souvent, donc, je fais des conférences sur l'optimisme et comme j'ai un côté plutôt sympa, les gens se livrent très très facilement en fait parce qu'ils nous suivent aussi depuis longtemps et puis ils savent que nous de notre côté il y a un non-jugement en fait, on a plutôt tendance à trouver tout le monde incroyable et voilà, nous on est juste là pour essayer de faire rayonner en fait et des petites bulles d'air en fait et s'aimer des graines, voilà, des bulles d'air dans le monde du travail. Et j'ai beaucoup de salariés qui me disent deux choses très curieuses à 40-50 ans, qui me disent mais tu vois moi Catherine j'étais mauvaise élève à l'école. Et là, tu te dis, c'est incroyable. En fait, c'est cette pensée limitante parce que tu as eu un prof qui te rendait les contrôles dans un ordre et probablement parce que tu n'étais pas bon dans la mathématique ou des choses comme ça. Tout d'un coup, tu t'es classé et ça te reste jusqu'à 40, 50 ans, enfin 30, 40 ans plus tard, dans une sorte presque d'inhibition de l'action. Et ça, va falloir beaucoup probablement aller le déconstruire parce que demain, moi, je suis convaincue que l'entreprise, elle a besoin de tous ses salariés pour se réinventer. On va plus se réinventer de façon, on va plus tirer l'innovation comme autrefois en se disant c'est comme ça aujourd'hui, alors ça sera comme ça demain. Non, il va falloir qu'on fasse, comme tu dis, de la vision, du sens en se disant on veut que demain ça soit comme ça, on va se prendre des pour des mis, des machins dans la figure, mais comme on sait à quoi on veut que ça ressemble dans 20 ans, on saura suivre au moins la direction et on aura besoin de tout le monde. Donc ça, c'est la première chose qu'on me dit beaucoup. Et une autre phrase que je trouve absolument terrible, c'est nous, dans notre boîte, on nous dit les cimetières sont remplis de gens indispensables. Et ça, c'est comment tuer en fait le sens de l'œuvre de quelqu'un. Tu vois, moi j'aime bien remplacer le mot travailler par le mot œuvrer en se disant on sert le collectif en fait. Tu vois, le travail, ça vient servir le collectif, ça vient servir la société. Enfin, je veux dire qu'on fasse des chaises, qu'on mette le coup d'agrafe sur la chaise ou qu'on mette un boulon sur un train, peu importe. On aide des gens à s'asseoir ou à se déplacer quoi. Et on a minimisé justement le rôle de chacun parce que le chacun il est censé, on a un peu désindividué les individus en fait parce que l'individu il est remplaçable. C'est vrai, des comptables, des RH, même des patrons, des collaborateurs, on est tous remplaçables. Par contre, on n'est pas remplaçable pour nos collègues les plus proches, par qui on est en fait. Et oui, on est remplaçable par notre savoir-faire, mais on n'est pas remplaçable par notre savoir-être. Et ça, je pense que c'est, en tout cas, sur les 5 années depuis, où je travaille un peu dans le domaine de tout ce qui est QVT, optimisme en entreprise, je crois que c'est la chose que les collaborateurs, managers, patrons ont le plus besoin d'entendre. On sait que tu es indispensable au système. En fait, on sait, alors au système, au collectif, c'est plus joli, il faut que j'arrête de dire système. On sait que tu es indispensable au système, même si les autres ne s'en rendent pas compte, même si tu t'en rends pas compte, en l'occurrence, et même si parfois personne viendra te le dire. Tu vois, il n'y a pas tous les managers qui ont fait la démarche que tu m'évoquais tout à l'heure. Parfois, personne viendra te le dire. La réalité, elle est là. Donc l'enjeu, c'est de s'en rendre compte soi-même et peut-être d'être remercié de façon indirecte par... moi, quand j'interviens dans des banques, je dis à tout le monde, sans banquier... les entrepreneurs seraient pas là, en fait. Exactement. Et ça, on oublie souvent le sens en version matricielle, en fait. On est tellement dans notre paperasse administrative ou autre que, si on est comptable, par exemple, qu'on oublie effectivement le pourquoi, même si, en fait, il est assez facile à trouver. Par contre, pour certains salariés, jamais on leur dira, en fait. Et c'est quelque chose, en effet...
Important. Alors, il y a ceux justement qui ne se posent pas la question et donc du coup, il faut qu'il y ait des personnes comme toi et tes entreprises qui permettent justement d'éveiller les consciences. Et ça, c'est juste génial. Et il y a aussi ceux qui ont conscience mais qui prennent pas le temps en fait et de se poser, parce qu'en fait c'est ça aussi, hein. Des fois on est en mode pilote automatique et puis voilà, c'est un peu métro boulot dodo et le gros cliché, hein. Mais c'est un peu ça en fait, mais n'importe où, hein, même en province c'est ça, on se lève le matin, bam, on emmène les enfants à l'école et puis hop, le soir c'est pareil, et puis en fait on se pose pas qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, est-ce que j'aime ce que je fais, ou comment je peux faire pour être peut-être plus heureuse ou plus heureux. Et puis il y a ces moments-là justement de prise de conscience du pourquoi. Et en fait, ce que tu me dis, j'ai cette image en fait quelque part en effet de faire un arrêt et de se dire ok, la personne qui met un boulon là sur le train, et qui dézoome au maximum et qui se dit mais en fait regarde, j'appartiens justement à une super société, par exemple nationale, qui permet de faire voyager des milliers de personnes chaque jour à travers toute la France, voire même l'Europe. Et puis après, avec tout ce qu'on peut imaginer derrière. Donc ça, c'est... Qui permet, au-delà de ça, à des familles de se retrouver, qui créent du bonheur, in fine. Tu vois, moi, je suis très axée sur le bien commun, en fait. Qu'est-ce qu'on crée de façon plus matricielle ? Quelqu'un qui met un boulon sur un train, il aide des gens à se rencontrer, en fait. Il crée de la beauté des amitiés, de la beauté de la famille. Et j'aime bien ce que tu évoques sur la notion de temps aussi. On est dans une ère où on veut tout très vite, en fait. C'est-à-dire que limite, en lisant un bouquin de développement personnel, on se dit qu'on va être heureux à la fin du bouquin. Quand on met un plan d'entreprise où on se dit qu'il faut que les collaborateurs nous donnent leurs idées, on voudrait que ce soit validé et qu'on refasse la réunion 1 an plus tard et que les collaborateurs aient validé leurs idées, que tout le monde soit embarqué, etc., etc. Mais en fait, alors déjà, 2 choses, dans une mélodie, souvent le silence est tout aussi important que les notes, et on se donne pas ce temps du silence aujourd'hui. Tu sais, on est dans une course, il faut toujours produire plus, aller plus vite. Donc finalement, pour moi, l'année 2020, elle a eu une pause qui, je pense, va être très vertueuse. On la voit pas encore aujourd'hui, hein, et puis elle a été très difficile, hein, sanitairement parlant, mais les questionnements ont émané, hein. On a quand même enfermé des gens avec tout ce qu'ils possédaient. Et tout d'un coup, tout le monde s'est rendu compte que ce qui leur manquait, c'était du lien social, de la nature et du soleil, hein, presque pour trancher. Donc ça, il va y avoir des prises de réflexion, hein, qui vont arriver. Nous, on les voit, elles sont pour le moment pas du tout exprimées, à part quelques chanceux qui ont pu changer de job, etc. La réalité, c'est que ça va s'exprimer sur 3, 5, 10 ans peut-être. Mais cette notion de pause, de réflexion, on n'a pas appris à la faire. Tu regardes, hein, toute personne qui fait un burn-out culpabilise de prendre le temps, en fait. On la regarde de façon, attends, toi t'es faible, t'as fait un burn-out, est-ce qu'on va te reprendre? Alors que finalement, quelqu'un qui a fait un burn-out, c'est généralement des gens qui sont enfin, moi, pour en avoir vu quelques-uns autour de moi, c'est des gens hyper compétents, en sur-régime, en fait, qui n'ont pas su s'arrêter, hein, et que ce soit des chefs de service en médecine très, très engagés. Enfin, j'ai vu des burn-out partout, hein, vraiment. Voilà. Et en fait, cette notion de pause, elle est très mal absorbée dans la société, parce que tout d'un coup, notre société s'est articulée autour de la valeur travail. Qu'est-ce que tu crées à un instant T? On n'a pas valorisé, attends, et à quoi tu contribues, le fait que tu sois en association, tu aides des gens, le fait que finalement le soir t'aides ta petite voisine, machin, ça c'est une contribution positive. On s'en tape parce que t'es arrêté, tu sers à rien à la société. Et en fait, c'est vrai que cette vision sociétale, elle est peut-être à un moment donné à reprendre, en se disant, mais attends, quelqu'un qui a réfléchi, généralement, c'est quelqu'un d'hyper performant après, parce qu'il sait, il a plus d'empathie souvent, il a exprimé sa vulnérabilité, il sait s'optimiser, il va généralement choisir des métiers qui vont dans la voie vers laquelle il veut aller. Et c'est des gens assez incroyables. Et on valorise pas, en fait, le temps de la pause, et ça paraît être une ineptie dans notre société qui va vite, en l'occurrence. Et t'as plein de gens qui ont, disons-le, hein, qui ont du pognon pour faire une pause pendant 1 an, hein, même sans passer par Pôle emploi ou autre, hein, t'en as plein, mais qui n'osent pas se le permettre en se disant, je vais perdre en qualité de vie, en machin. Mais tu gagnerais peut-être. Le regard des autres aussi. Le regard des autres, c'est phénoménal. Et moi, je m'en étais pas rendu compte, hein, c'est en parlant avec des salariés qui ont vécu un burn-out ou une maladie, hein, parce que quand c'est pas un burn-out, c'est le corps qui
voilà, qui a lâché pour tout un tas de maladies graves. Et tous ces gens ont culpabilisé souvent d'être en marge. Mais moi, je crois que la société en marge et le narratif en marge est hyper intéressant, ou du moins, tout aussi intéressant en l'occurrence, à partir du moment où on se dit pas que, à partir du moment où on va le valoriser en termes de qu'est-ce que j'acquiers comme compétences autres. Et alors là, les gens ne peuvent pas voir, mais tu vois, je suis entourée de bouquins sur ma table. Lire, c'est acquérir des compétences, c'est acquérir des réflexions, des raisonnements. Et si on veut se dire que la société de demain va pas ressembler à la société d'hier, ça ne passe que par une réflexion, en fait, et par, comme tu l'évoquais tout à l'heure, une sorte de prise de recul, en se disant, voilà, on a envie que ça ressemble à ça, mais pour qu'on ait confiance dans le fait que ça peut ressembler à ça, il faut voir que d'autres... D'abord, faut savoir que d'autres le font, voilà. Faut savoir, tu vois, et c'est pour ça, ton podcast, ton travail, mon travail, ça reste des amplificateurs de changements parfois un peu silencieux. En fait, qu'on voit pas parce que biaisé par ce qu'on a envie de consommer. Je veux dire, si j'ai envie de consommer un monde des RH comme hier, je vais sur les systèmes RH tradis et je ne vois rien qui s'exprime en matière de QVT, par exemple. Il y a des entreprises qui n'ont pas de service QVT, et des énormes boîtes. Donc tu vois, et je vais jamais le voir parce que je vais consommer des réseaux sociaux de mon entourage, ça va me propulser les articles sur lesquels je clique, et comme de toute façon je trouve que c'est une ineptie de parler de, entre guillemets, bonheur, bien-être en entreprise, ça va même pas passer dans mon feed, en fait. Et donc c'est aussi ça, cette notion de... Tout à l'heure, je te parlais de la curiosité. C'était pour moi, c'était très drôle parce que quand j'ai commencé à parler d'optimisme en entreprise, j'osais même pas le dire, en fait. C'est-à-dire que je m'étais dit, tu parles du regard de l'autre, je m'étais dit, oh là là, si je commence à parler de bien-être, de bonheur, c'est pas mon sujet, je suis pas philosophe, je suis pas sociologue, je suis pas psychologue. Je me disais, les gens pensaient que j'ai pété un câble, en fait. Réellement, alors que, comme je te l'ai évoqué au début du podcast, c'était juste mécaniquement hyper logique, en fait, si je voulais contribuer à ma contemporanéité de faire ça à cet instant T. J'osais même pas le dire, en fait. Puis quand j'ai commencé à oser le dire, j'ai eu un peu de comment ça s'appelle, de déchaînement de le bonheur au travail, mécalinepsie, est très biaisé par ce qu'on voyait dans le monde des médias, tu vois, le baby-foot, machin, et c'était rigolo pour moi parce que il y avait cette vision médiatique, mais je les avais, les France 2, TF1 qui m'appelaient en me disant, est-ce que tu pourrais nous filer une entreprise qui met en avant, qui fait des cours de yoga, il faut que ce soit visuel. Donc autant te dire que la transfo managériale que tu mènes, ça fait pas de l'image. Et du coup, il y a eu cette sorte de caricature grotesque, médiatique, genre bonheur en entreprise égale massage, baby-foot, et puis pansement. Tu vois, parce que les transformations de fond n'étaient pas visibles. Et puis moi, dans ma vision, cette transformation de l'entreprise, j'avais que les hauts potentiels de toutes les boîtes. Je comprenais pas. Je me disais, moi j'ai des mecs qui étaient brillantissimes. Tu sais, les un peu décalés qui bossaient à l'innovation, qui étaient en train de faire de la prospective sur leur entreprise en se disant, mais attendez les mecs, bonheur en entreprise, condition sine qua non à l'entreprise de demain. Enfin, bonheur, bien-être, whatever le mot. Bien sûr. Et je trouvais ça absolument incroyable, cette distorsion. Et c'est pour ça, à un moment donné, j'ai eu cette chance, comme je venais de domaine rationnel, les mecs, comme ils avaient vu que j'avais été sur le développement durable et sur le digital, quand ils m'ont vu partir sur cette thématique, il y a quand même tout l'ancien réseau qui s'est dit, bon, ça fait 2 fois qu'elle nous parle de thématiques qui sont quand même vaguement des sujets importants, donc on va la suivre. Et probablement que c'est pour ça que je suis devenue effectivement influenceuse sur tous ces sujets, parce que je suis arrivée avec un truc hyper rationnel. Et surtout, j'ai pas cherché à rentrer dans le débat bonheur, bien-être ou pas, en l'occurrence, parce que moi, RSE ou développement durable, t'en as qui sont peut-être encore en train de s'engueuler sur le sujet. C'était la même chose, digital ou numérique. Et en fait, à chaque fois que tu as un nouveau sujet, tu as les faux débats qui sont en train d'arriver, qui font pseudo-intellectuels pour ceux qui n'ont surtout pas... qui se disent allez, on va remettre à plus tard la mise en place. La réalité, c'est qu'elle était tout autre, et c'est pour ça des acteurs comme toi, tu vois, je veux dire, faut que ça s'amplifie en fait pour montrer aux autres que c'est pas quelque chose de fantasque.
Yes, je te rejoins complètement. Et ça me fait penser, en fait, tu parles de l'Optimist, de ce que tu fais, du média que tu as créé, ou même des médias entre l'optimist.pro et l'optimist.com. Tu veux bien nous en parler un peu plus de qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, il y a la partie conférence, mais il y a bien plus que ça. Oui. Alors, en l'occurrence, nous, la partie conférence, c'est ce qui nous finance. Faut quand même être très clair pour éviter d'avoir justement trop d'annonceurs, on va dire ça comme ça. À la base, moi, mon enjeu, c'était de mettre en avant des initiatives positives dans la société. La société, elle va se transformer. Pareil, c'est la vision Catherine, Catherine plus équipe, réflexion d'équipe. Et on s'est rendu compte que tous les systèmes étaient en train de devoir muter. Donc, que ce soit le monde de l'éducation, le lien intergénérationnel, la vie, le développement durable, etc. Donc, on a sur l'optimisme.com, on a mis en avant des initiatives positives, positives selon. Ça veut rien dire une initiative positive, mais pour nous, intéressante à aller regarder pour réfléchir peut-être à un autre schéma de société. Donc, on met en avant, on fait des interviews, tout simplement, de gens qui s'engagent, en l'occurrence. Et alors, il y a de tout, des artistes, des machins, il y a vraiment de tout. Donc ça, c'est le média l'optimisme.com. Et en parallèle, comme le monde de l'entreprise est assez vite venu nous chercher, on nous disait, c'est quoi la déclinaison de l'optimisme dans le monde de l'entreprise? Nous, on savait pas. Parce que moi, je venais du développement durable, j'avais bossé avec l'innovation, parce que le digital, ça fricote avec l'innovation, avec le market, etc. Et du coup, j'ai dit, je sais pas. Et j'ai demandé, en fait, à mon ancien réseau, qui était déjà assez grand, mais bon, je connaissais suffisamment d'entreprises, en leur disant, dénoncer ceux qui font quelque chose en matière de QVT, et je suis même pas sûre que j'avais le mot, mais en matière de meilleur vivre ensemble, je sais même plus comment je l'avais formulé, tu vois, c'était en 2016, et tout d'un coup on m'a donné tout un tas de noms avec des gens aux casquettes métiers très différentes, et c'était très drôle, parce que je me suis dit, moi je vais pas répondre à la question, ça serait complètement con, j'étais pas une spécialiste du sujet, et du coup donc on a fédéré tous ceux qui faisaient quelque chose, qui ont levé la main ou qui ont été dénoncés, et là je me suis retrouvée, je me rappelle, et du coup on les a fédérés, on faisait en sorte, ça c'était avant la Covid, on faisait en sorte qu'ils se rencontrent une fois à peu près par mois pour aller brainstormer, échanger des idées, raconter, réfléchir à des nouvelles thématiques qui pouvaient être manquantes dans leurs propres entreprises. Et c'était marrant parce que on se retrouvait avec parfois des office managers incroyables à qui on avait donné la casquette QVT, genre tu fais ça en plus. Alors, généralement, ça les intéressait beaucoup parce que c'est plutôt des personnalités très empathiques, jusqu'au, DG de certaines boîtes, mais tout le monde arrivait presque avec que le prénom. Donc, les gens ne savaient pas du tout qui ils étaient les uns les autres. Et pour moi, ça me faisait peur. Je me disais, je vais mélanger des gens tellement différents. C'était, c'était les codes. Mais ça a été au démarrage très difficile parce que je me disais qu'est-ce que ça va donner, des gens si différents, d'industries différentes, de domaines différents, de niveaux sociaux différents, tu vois, d'âges différents. Tout était différent, du neuroatypisme, tout. Il y avait personne qui se ressemblait, en fait. Et en fait, c'était incroyable parce que je me suis rendu compte la première fois que c'était juste des gens qui avaient une conviction commune, c'était qu'il fallait changer. Et le grand patron, parfois, il a même jamais dit son poste à personne. Tu vois, il avait juste le nom de sa boîte, sans la casquette. Et c'était vraiment chouette, en fait, de faire ça. Alors, je dis c'était au passé parce que maintenant, on est en digital, donc c'est plus la même chose. Mais cette intention commune, en fait, elle va frapper tant parfois le collaborateur, le manager, en fait, qui a envie d'un changement, que parfois un RH, que parfois un mec de l'INO, que parfois des collaborateurs d'une équipe. En fait, c'est ceux qui lèvent la main. Et ça, je trouvais que c'était beau parce que c'est... Voilà, et donc c'est ça aussi qu'on fait en parallèle. Donc on a monté de fait un média l'optimisme.pro qui vise à pareil, amplifier les initiatives qu'on trouve positives dans le monde de l'entreprise d'un point de vue global. Derrière, il y a un réseau de gens engagés, c'est vraiment des gens, c'est toutes les boîtes. Au démarrage, on se dit dans cette boîte il fait bien vivre et dans cette autre, non, la réalité c'est que ça dépend, toi tu dois le voir, ça dépend du périmètre, ça dépend de qui a envie de s'engager. Et en parallèle, du coup, on est très très influent entre guillemets sur LinkedIn où on poste beaucoup d'infographies, beaucoup de ressources parce qu'avec cette chance d'être un média nous-mêmes, on reçoit toutes les études, tous les communiqués de presse, tout ce qui se fait en matière de QVT, tous les chiffres, on les reçoit en fait parce que les gens ont envie qu'on les propulse. Donc on se sert aussi beaucoup de ça pour aller essayer avec beaucoup de
ludisme en fait, et c'est ce qui manquait probablement pour moi dans le domaine du développement durable, hein, passer de l'injonction à l'envie en fait, et déplacer le centre de gravité de la norme en se disant voilà, on va faire des infographies. Et c'est marrant parce que tu vois, il y a encore 2 ans, les gens, 1 an, début 2020, il y avait plein de gens qui nous disaient j'ose pas liker vos publications, j'ai peur de ce que machin va en penser, ou genre j'ose même pas en parler à mon comex parce que mon comex, je sais ce qu'il va me raconter, et des membres du comex eux-mêmes qui osaient pas aller aborder ces sujets. Et finalement 2020 a été peut-être décomplexé, le sujet de la santé mentale, on va en papoter, c'est devenu un tel enjeu majeur que qui peut se dire qu'aujourd'hui faut pas faire gaffe aux salariés? Qui peut le dire? Je suis d'accord, c'est peut-être pas du rôle de l'entreprise, sauf que le salarié aujourd'hui, il appartient à plus beaucoup de structures, il est tout seul chez lui. Les structures familiales, voilà, quand on s'engueule par rapport parce qu'on n'est pas d'accord sur vaccin machin, tu vois, ouais, peu importe, on s'engueule. T'as plus de structure, t'as peu de structures de rencontres, et finalement ton entreprise, c'est presque la structure dont tu es la plus proche en ce moment. Donc tu peux me dire que c'est pas du rôle de l'entreprise de faire en sorte que ses salariés soient heureux. On est à l'aise, le but d'une entreprise, c'est pas de la philanthropie, c'est pas le but premier. Sauf que c'est quoi aujourd'hui ta caution morale, c'est quoi ta comment ça s'appelle, ton accompagnement sociétal en fait, c'est quoi faire ta part aujourd'hui en tant qu'entreprise. Donc je suis peut-être d'accord que c'est peut-être pas le bon interlocuteur, mais aujourd'hui il y a plus le choix, si tu veux participer à l'époque, l'entreprise doit faire attention. Ouais. Il y a quelque chose que tu mentionnes, mais ça revient en fait dans la discussion, c'est en fait le regard des autres, encore une fois de plus. La personne du COMEX n'ose pas dire justement à ses collègues qu'elle like, ou en tout cas qu'il y a des propositions intéressantes au niveau de l'optimisme.pro par exemple. Je trouve ça, ouais, il y a l'estime de soi derrière qui est assez forte à potentiellement travailler, et c'est... Et il y a quelques sujets que les gens n'osent vraiment pas liker. Alors, je te dis, ça s'est vraiment décomplexé en 2020. Moi, j'ai pas mal de gens qui ont fait appel pour des conférences et qui m'ont dit ça fait 4 ans que je veux faire appel à toi. Je pensais que les gens étaient pas prêts. Et en fait, quand ils font la conférence, ils se rendent compte que les gens en ont eu besoin, en fait. Et que c'était plutôt une pensée limitante qu'on avait en se disant ça fait pas assez, tu vois, ça fait pas assez ceci, ça fait pas assez cela. Et on se rend compte, tu vois, moi, ma mécanique pour parler de l'optimisme, je suis pas du tout dans du coach motivationnel, c'est plutôt de la réflexion, faut quand même le dire. Et du coup, au bout d'un moment, les gens ont osé se décomplexer, et c'est vrai que mettre le bien-être sur le tapis à un COMEX ou à un CODIR, parfois les mecs, ils vont se dire que je les emmerde avec une nouvelle thématique. Maintenant, je crois que ça commence à un peu changer. Alors, est-ce que je suis biaisée? C'est possible aussi, donc c'est pour ça que je m'exprime pas trop dessus. Mais je crois que finalement l'empathie, tu sais, on parle beaucoup de soft skills, ça revient là-dedans aussi, cette notion de... J'ai l'impression, je suis optimiste pour l'avenir sur ces sujets, parce que de toute façon, on parlait de l'injonction des jeunes générations, mais là, va y avoir une sorte de casse. Enfin, là, on est peut-être pour les auditeurs, leur dire qu'ils écoutent, voilà, ce podcast a été enregistré en avril 2021. Et de fait, on sait qu'on est en situation de choc, et que du coup, ça peut être le temps qu'on digère le choc, ça peut être, les médecins le disent, c'est horizon 2 ans, 3 ans. Donc, voilà, on va avoir derrière la traînée, je ne sais pas quand est-ce qu'on sortira de cette période, mais... on va avoir des conséquences en fait. C'est peut-être que ça sera pas des injonctions aussi fortes que celles que peut mettre la jeune génération, mais on aura des réflexions qui auront été inhérentes à chaque personne, soit qu'on essaiera de faire taire en fait en leur disant non mais reviens, enfin c'est fini, tu vois, enfin c'est bon, c'est passé, mais je crois pas que ce soit possible, donc je suis plutôt optimiste pour la suite. Effectivement, le regard de l'autre. Aujourd'hui, on est suivi par 1 million de personnes. Budget communication 0. Tu commences à te dire que les gens en ont besoin, en fait. Tu vois, tu n'es plus le... comment ça s'appelle ?
le truc, moi je crois à l'optimisme, je suis naïf, etc., etc. Enfin, je veux dire, intellectuellement, être optimiste est beaucoup plus violent qu'être pessimiste. Hein. Enfin, se laisser aller au pessimisme, facile, vraiment, pas de problème. Il n'y a plus qu'à regarder la télé. Hein, Exactement, exactement. T'allumes la télé. Donc finalement, l'optimisme, c'est quelque chose pour moi d'action, de responsabilisant. On peut pas être optimiste si on n'agit pas. Donc ouais, j'irais vraiment, et je pense qu'on va de plus en plus aller vers ça en se disant, mais l'enjeu, c'est que tout le monde soit acteur de sa contemporanéité. Et on pourra pas faire sans tout le monde, en fait. C'est exactement ça. Ça me fait penser en fait à la Jeune Chambre économique. Alors, voilà, je fais partie d'un mouvement Jeune Chambre économique française qui appartient à la Jeune Chambre économique internationale. Et du coup, c'est même pas la Jeune Chambre économique internationale, c'est la Jeune Chambre internationale. Il y a juste en France, en fait, on a voulu changer, on veut faire différent tout le temps. Parfait. Mais du coup, ouais. Et du coup, on est des entrepreneurs de notre vie, en fait. Pas forcément d'être des chefs d'entreprise, mais des entrepreneurs de notre vie où on est dans l'action, on a envie de faire des choses sociétales, environnementales. Et sauf que il y a déjà nous, donc on se forme, on a une vision personnelle justement de quelque chose, de conviction, et puis automatiquement, on est dans un collectif parce la Jeune Chambre économique, c'est ça aussi, c'est le fait de partager des valeurs communes pour pouvoir impacter notre territoire local. Je pense, j'habite sur Montpellier, j'appartiens à la Jeune Chambre économique de Montpellier, donc c'est Montpellier, mais on appartient aussi au niveau Occitanie, qui appartient au niveau France, qui appartient au niveau international, et on a la chance justement de faire partie d'un mouvement qui essaye de décloisonner certains cadres en tout cas, et ça me fait penser à tout ça, c'est-à-dire qu'en effet, si on est entrepreneur de notre vie, si on est dans le mouvement, dans l'action, et qu'on n'a pas forcément envie d'être une personne, on va dire, classique, pessimiste, qui regarde certains journaux par exemple, et qu'on a envie vraiment de faire du bien, il faut y aller, il faut se laisser aussi attirer, parce qu'on voit en effet des infographies comme avec l'optimisme, qui sont très très belles d'ailleurs, avec des couleurs bleues d'un côté pour le pro, jaune pour le datcom, et franchement c'est vrai que on a besoin de ça, de fraîcheur. Et typiquement, j'écrivais dernièrement un article c'était télétravail et santé. Et n'empêche, la santé mentale, c'est quelque chose, notamment avec le télétravail, où du jour au lendemain, on passe de « Ok, on est en collectif présentiel » à « Ok, là, on est quasiment individualisé chez soi, forcé en plus via le télétravail. Comment je fonctionne, quels sont mes besoins, mes repères, tout ça qui part un peu dans tous les sens. Et puis après, il y a le fait d'être proche de sa cuisine. Donc du coup, j'ai commencé à grignoter peut-être davantage. Et puis je vais regarder Netflix plus tard le soir. Puis en fait, mon sommeil justement, il est en train de se dérégler. Bref, il y a plein de choses qui sont fabuleuses à comprendre de mon côté en tout cas, et puis essayer de pouvoir justement faire changer certaines mentalités, et comme vous le faites très bien avec l'optimisme. Mais t'as raison, et souvent il faudrait qu'on fasse, d'ailleurs qu'on le mette sur une infographie, ça, dans le code du travail, ça date de 1910, il y a quand même marqué que l'employeur est censé assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés. Déjà, si tout le monde le savait, je me dis, ça pourrait déjà peut-être éveiller, apporter une nouvelle piste de réflexion. Faut que je me le note, faut pas que je l'oublie. Donc ça, c'est la première chose, et c'est sûr que, tu sais, on était dans une société un peu déresponsabilisante depuis qu'on est gamin. Alors, si t'as grandi dans le système français, on te note, on a fait de nous des bons employables. C'est-à-dire que, tu sais, par rapport, c'était normal à Air post-terroriste, on devait reconstruire la société, donc il fallait faire de nous plutôt des exécutants d'un point de vue global. C'est pour ça que finalement la philo, les machins ont été mis un peu de côté, Enfin, tu sais, toute cette terme de réflexion, et arrête de réfléchir trop. Enfin, moi, qu'est-ce qu'on a pu me répéter cette phrase, tu vois, tu réfléchis trop par rapport à qui? Tu es trop sensible. Trop par rapport à qui? Est-ce que c'est pas la société qui réfléchit pas assez, ou la société qui est pas assez sensible? Ça veut dire quoi? C'est quoi ces baromètres en fait? Et de fait, c'est vrai que depuis qu'on est gamin, donc on nous
on nous dit de faire ça, on nous donne un bon point, tu vois, et donc on sort de cette éducation en attente peut-être du bon point, de la validation de l'autre. Hein. Tout à l'heure, on parlait du regard des autres. Tiens, un peu comme le chien attend sa récompense parce qu'il a fait un truc bien. On sort de ça, en fait, et c'est très, très difficile à aller déconstruire. Et comme tu disais, être entrepreneur de son propre parcours, c'est se dire, bah, moi, j'ai envie de faire ça, et parfois, mais j'ai pas envie d'être manager. On me dit que c'est bien d'être manager, que je vais gagner plus de pognon en étant manager, mais attends, je suis peut-être pas fait pour être manager. Et puis en étant manager, ça veut dire que j'aurai plus de temps à mon boulot, que tout d'un coup, mes parents, faudra que je les mette en EHPAD et que j'irai pas les voir. Tu vois, enfin, t'as plein d'autres questions en fait. Et c'est vrai qu'on n'a jamais mis dans la balance la notion de temps. Pour moi, le temps, c'est le seul truc qu'on n'est pas capable de créer, en fait, pour le moment. Et que pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur dans la vie. Tu vois, comme on t'en parlait tout à l'heure de se donner le temps de faire une pause. Mais attendez, quelle est la valeur de mon temps ? On ne lui a pas donné de valeur parce qu'il est gratuit, mais quelle est la valeur de mon temps là-dedans ? Est-ce que je me dis que mon temps, ça vaut... Voilà, ça vaut ça, et que je préfère finalement gagner peut-être un peu moins, aller sur un rythme de vie peut-être un peu plus lent, comparé à ce qu'on m'a fait croire qu'il fallait toujours que j'ai une maison de plus en plus grande, avec les investissements derrière de plus en plus grands. Tu vois ? Alors après, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Par contre, c'est de poser la question. À mon avis, c'est fondamental, parce que sinon, on est un peu dans... je ne sais pas si tu connais Kai Hart, c'est un street artiste où il met un petit bonhomme, tu sais, dans une roue, qui est toujours en train de courir avec sa petite sacoche. Ouais. Tu vois, faire le pas de côté, c'est quelque chose de fondamental. Et moi, je viens de la physique quantique. Je suis diplômée à la base en physique-chimie avant le développement durable. Pour moi, tous les scénarios sont en train de coexister. On choisit celui qu'on a envie de mener. Après, ça rentre plus dans de la philo et de la théorie. Je pourrais t'en parler des heures, tu vois. Mais c'est vrai que je suis diplômée en physique-chimie à la base. Donc, c'est vrai que la physique quantique, moi, dès mes études, m'a dit, mais en fait, tous les scénarios sont possibles. Ça dépend comment tu les regardes, tu vois. Et du coup, ça me donne une expérience de la vie. Pour moi, la vie, c'est une grande expérience, tu vois. Et déjà, si tout le monde pouvait se dire, c'est une grande expérience apprenante. En l'occurrence, pour moi, 2020, c'est une grande expérience apprenante. J'ai perdu mon oncle qui est décédé du virus. Donc, c'est dur aussi. Un optimiste vit les mêmes couacs de vie que les autres, mais c'est une incroyable expérience apprenante, en fait, tout ça. On va se rendre compte qu'on est capable de faire preuve de résilience. Et pour revenir à ta question, parce que je crois que je suis bien partie en pensée en arborescence un peu loin, mais la notion d'être chez soi tout seul... chez nous, dans notre équipe, on est entouré de médecins, de kinés, d'orthoptistes qui nous disent qu'on cligne 7 fois moins les yeux parce qu'on passe notre temps en Zoom. Donc, on est entouré de professionnels de santé qui nous disent « faut que vous vous leviez toutes les 20 minutes, faut que vous sortiez, faut que vous fassiez ceci, faut que vous fassiez cela ». Et en fait, c'est de la responsabilité individuelle derrière. Et tu vois, parce que j'étais partie du monde de l'éducation, le monde de l'éducation a fait de nous un exécutant, et tout d'un coup, le télétravail nous impose d'être... constructeur de notre propre vie, en l'occurrence, tu vois. On définit quand on fait nos pauses, entre guillemets, ou quand on n'en fait pas. Et c'est vrai que, tu vois, pour donner le témoignage, équipe optimiste, pour le coup, on assiste à tous les webinaires de gens qu'on trouve incroyables sur tous les sujets. De temps en temps, on se retrouve en fonction des couvre-feux, à 18h, en se disant « merde, je suis pas sortie de la journée, j'ai pas décollé mon ordinateur ». Et voilà. Et la réalité, c'est que ce monde du télétravail sur la santé, on dit l'enjeu, c'est le lien. Ce qui rend les gens heureux, c'est le lien. C'est ça, en fait. Et donc, c'est vrai que pour nous, le lien, ça va. Pas trop de problèmes. On a tellement de gens au téléphone, c'est incroyable. Par contre, on se laisse avoir, en fait. Et ça, c'est la responsabilité individuelle. Ça vient peut-être chercher ça aussi, le monde du télétravail. Je partage. Il y a quelque chose que j'aimerais rebondir avec toi, c'est la notion de temps et le que vaux-tu, parce que j'ai dernièrement, alors déjà dans l'article que j'énumérais tout à l'heure, en fait je parle de cette notion de temps et de calculer son temps au travail, et surtout combien en vaut, c'est-à-dire voilà ce que tu gagnes, voilà le nombre d'heures de travail dans ton année, et tu peux calculer en fait très facilement combien tu vaux à l'heure. C'est correct.
Et ça, en fait, ça permet de prendre conscience que voilà, un chef d'entreprise en moyenne en France va gagner aux alentours de 23 € de l'heure. Parce qu'en fait, il prend en moyenne que 2 semaines de vacances par an, un chef d'entreprise en France. Et en fait, tu te rends compte que vu le nombre d'heures qu'il fait en fait dans son année, et ben ça revient aux alentours de 23 € et quelques. Et à contrario, bah justement, bah tu as d'autres personnes, mais voilà, qui sont on va dire plus 35 heures et qui au final vont avoir un taux horaire qui est parfois bien plus élevé. Et là on se dit c'est assez fantastique de voir tout ça. Et en fait ça fait prendre conscience à la personne qui fait ces petits calculs très rapidement, tout ça, et se dit waouh, ah ouais, ok, voilà combien je vaux. Et puis après il y a la notion de temps, hein, qui est de j'ai que 1440 minutes chaque jour, qui est remise à zéro chaque jour, et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et donc en fait quand on commence à prendre conscience un peu de tout ça, c'est qu'est-ce que je fais en fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, est-ce que je suis bien là où je suis, oui, non, oui, tant mieux, non, qu'est-ce que je peux faire justement pour changer et améliorer tout ça. Et il y a des vraies prises de conscience à avoir, et la notion de temps, typiquement dans nos programmes, notamment notre premier programme essentiel justement chez Canopé Human Experience, c'est ça, c'est le premier point, c'est 4 semaines sur le temps. En fait, le temps, alors on parle des besoins, il y a plein de sujets sous-jacents, mais c'est combien moi je vaux. C'est 1440 minutes, hein, ce temps-là qui défile toute la journée. Et puis, qu'est-ce que je peux faire justement moi pour être bien. J'ai une sorte de pseudo-mission où j'ai quelque chose à faire sur cette planète. Il ne faut pas que j'assubisse cette mission non, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et surtout, il ne faut pas que je me crame. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, alors j'imagine que c'est différent en fonction des entreprises. Nous, on le voit, on a tendance à se dire, et puis surtout quand on est un peu dégourdi et débrouillard, moi je me dis en fait je peux tout faire. C'est-à-dire je peux me mettre à faire un dessin, une infographie, et l'équipe c'est la même chose, hein. Tu peux te dire allez je vais faire un changement sur Internet, puis après je vais lire un bouquin sur les biais cognitifs, et puis après je vais faire ceci. Et puis à un moment donné, c'est se dire bah non, il y a des choses qu'il faut qu'on externalise aussi, parce que notre temps de pause est hyper importante dans la mélodie. Et ça, c'est très, très difficile probablement quand tu es chef d'entreprise à aller digérer, surtout dans une ère où on te dit que tout est urgent. Moi, à un moment donné, tu es certain que si on me dit qu'un truc est urgent, je vais pas y répondre. Parce que je reçois des trucs urgents, votre photo. Si tu as besoin de ma photo, tu vas sur mon site web, tu la télécharges toi-même. Elle est peut-être de moindre qualité, mais ça te permet de mettre une photo et tu mettras la même. C'est pas urgent de recevoir une photo. Et typiquement, cette notion d'urgence qu'on a mis en permanence, j'imagine que tu en parles au sein de ton programme, cette notion d'urgence qu'on a mis en parallèle, ma boîte mail, elle se relève toutes les heures. Déjà, je la regarde même pas tous les jours en ce moment. Je peux pas, j'ai pas le temps physique de regarder ma boîte mail tous les jours. S'il y a des mails qui sont urgents, moi je suis quelqu'un du téléphone, on m'appelle et je réponds. En fait, on s'est appelé, tu vois. Et quand tu m'envoies un message, si je suis dispo, je le fais. Pour la petite anecdote, on a parlé ensemble il y a 3 jours et puis on s'est dit là, on est en train d'enregistrer un podcast un dimanche. Faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait, parce que c'est sympa, parce que ça me plaît et parce que mieux vaut faire quelque chose dans l'immédiat que de le reporter à coup de réunion, de rendez-vous. Moi, je suis vraiment quelqu'un de l'immédiat. Et c'est pour moi, le temps se vit, en fait. La réalité, c'est est-ce qu'on est en train de vivre aussi? Est-ce qu'on est en train de passer le temps, en fait? On fait pas, c'était Laurent Gounel qui m'avait dit ça un jour en disant, vous vous rendez compte, Catherine, on dit qu'on fait un passe-temps avec ses dos, en fait. C'est-à-dire que vous savez dessiner, tu feras ça en passe-temps. Mais non, tu t'occupes pas ton temps. Je veux dire, tu le sublimes, tu l'exaltes, tu te mets à contribution dans un état de flow pour une cause, en fait, peu importe la cause. Mais ne viens pas me dire que tu passes ton temps. C'est pas possible de me dire ça, en fait. Et vraiment, j'ai un grand sujet autour du temps, autour de l'articulation du temps. Et surtout en France, en plus, on a une notion socio-culturelle du temps qui est très figée, en fait, parce que c'est comme ça aujourd'hui, ça sera comme ça demain, et on a beaucoup de mal à envisager, par exemple, dans le domaine du développement durable, que demain ça puisse être un sujet fondamental, digital pareil, bien-être, QVT pareil, parce que c'est comme ça aujourd'hui, on a du mal à faire de la projection, en fait.
Alors que quand tu as vécu aux US, enfin comme tu l'as évoqué, moi j'ai vécu aux US, bah, tu sais que je me rappelle rencontrer le 9e salarié d'Instagram à San Francisco. Je savais pas ce que c'était Instagram. Je voyais que le mec il rinçait tout le monde avec des énormes bouteilles de champagne, je comprenais pas. Et je voyais que des géants, tu vois, des gros groupes le regardaient avec des yeux pétillants, et je me disais mais c'est quoi cette arrogance, c'est qui ce mec, enfin je veux dire il est salarié d'un truc, personne n'en avait jamais entendu Instagram à l'époque, hein. Enfin tu te rends bien compte. Et sauf qu'aux US tu sais que le tout petit peut devenir le géant en fait, et tu sais que parce que t'as vu des nerds dans leur chambre coder des machins qui sont venus disrupter des marchés entiers, donc t'as quand même une sorte d'humilité finalement face au temps, et pour moi, c'est ça qui nous manque aussi beaucoup, c'est de l'humilité face au temps, en se disant non, c'est pas intéressant. Mais qui est-on pour se donner l'arrogance qu'un sujet n'est pas intéressant? Qu'est-ce qu'on en sait dans 10 ans? Est-ce que demain, moi je crois beaucoup par exemple au monde artistique. Pendant des années, je me disais mais à quoi ça sert? Tu sais, ces théories de la culture, tu sais, la nana qui a fait des sciences dures, et je me disais ça sert pas à grand-chose. Maintenant, je me dis mais les artistes, c'est peut-être eux qui vont sauver le monde, hein. Tu vois, j'ai complètement basculé parce qu'une réflexion, je me dis bah ouais, le milieu artistique c'est un outil d'expression incroyable, on parle du nudge, enfin on peut exprimer tellement d'idées avec un dessin. Regarde, nous on est en train de faire des infographies un peu ludiques sur des sujets sur la santé mentale, en fait, sur des sujets pas marrants, tu peux les rendre intéressants par la curiosité, et je crois beaucoup à l'art, et je me dis mais quelle ineptie d'avoir pensé que ce n'était pas à une époque je comprenais pas pourquoi les gens faisaient des thèses, tu vois, sur l'art, tu vois. Mais, je te rejoins complètement, et d'ailleurs, hop, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, il y a eu une petite coupure. Oui, alors, je te rejoins complètement, et d'ailleurs on va avoir la chance d'avoir sur ce podcast d'avoir Francis Scholl, qui est un franco-américain qui vit entre New York et Los Angeles en ce moment, et qui est fantastique, et ça a été, je pense, le premier, pour moi en tout cas, qui m'a ouvert sur la notion en effet d'artiste, en tout cas de culture artistique, et du monde du travail. Et aujourd'hui, en fait, il accompagne de grandes entreprises type LVMH et autres, mais avec tout le board, sur des thématiques, on va dire, qui sont purement business, et en même temps très artistique, où il va les faire sortir de leur quotidien, où il va justement les faire réfléchir à quelque chose qui est complètement on se dit mais c'est complètement perché, mais en fait non, c'est complètement naturel, en fait, c'est exceptionnel, parce que c'est quelqu'un qui est parti en fait d'un monde purement très financier à je vais mettre un peu de yoga, je vais mettre un peu de méditation, puis je vais mettre un petit peu de musique, parce que ben voilà, il est devenu aussi à un moment donné chanteur, et puis tout ça a fait que il a monté un cabinet qui permet justement d'accompagner quelque part quelques grands noms de ce monde, avec toutes ces sphères, et la partie artistique est très présente, et ça, c'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et en fait, très vite, en fait, quand tu regardes en effet tes infographies, c'est très artistique, mais ça touche, il y a de l'émotion qui est là, et en fait, ce qui fait vibrer les gens et ce qui fait avancer, c'est ça aussi, c'est d'avoir de recevoir des émotions. Il y a le sport, j'étais avec Denis Troche il y a 2 jours sur ce podcast où justement, franchement, sur 2 heures, il a dû parler au moins un tiers des émotions, comme quoi c'était hyper important pour lui et les personnes qui l'accompagnent, tant dans le milieu professionnel maintenant, on va dire dans les entreprises, que dans le milieu sportif. Et c'est vrai que le système artistique, si je reprends ton terme de système, est vraiment important et même essentiel derrière. Et tu vois, hier justement, j'ai publié sur LinkedIn, j'ai été voir l'expo du chat à Paris, parce que je suis à moins de 10 km en ce moment. Et tu te dis, un confinement sans artistes, sans Netflix, sans musique, sans dessin humoristique, sans toute sphère-là, en fait, on n'aurait pas tenu. Qu'est-ce qu'on aurait fait, en fait? Et ça, je m'en étais rendu compte aussi j'appartiens à quelques groupes de prospectivistes aussi. Quand tout d'un coup, pour aller réfléchir à un nouveau business, une entreprise, tout d'un coup, à des gamers dans la salle, tu vois, des mecs qui font du gaming, et tu te dis mais pourquoi on est là, en fait? Quel est le rapport entre eux?
nous, les uns et les autres. Et en fait, chacun est tout aussi important en matière d'intelligence collective parce qu'on a des visions croisées. Et c'est Pardon, j'ai le hoquet. Et c'est vrai que faire de la prospective, c'est probablement faire des parallèles. Moi, je me suis rendu compte à quel point, comme toi, c'est une chance de croiser des individus qui évoluent dans des sphères différentes. Et il y a tellement de parallèles à faire entre les uns et les autres. En fait, l'artiste amène énormément de choses au monde du travail. Et ça, on s'en était pas rendu compte. Je me rappelle que j'avais eu cet exemple. Je crois que c'était le président de la CAMIF qui nous avait raconté ça. Je ne sais pas si tu connais, c'est tout d'un coup, il avait pris une artiste en résidence. Alors, je pense que c'est chez eux. Un artiste en résidence en lui donnant carte blanche, en fait. Et tout d'un coup, cet artiste, il s'était mis à coller des scotch roses et bleus par terre, en fait, des sortes de croisements. Puis les gens le regardaient, tu vois, les salariés regardaient cet artiste pour coller ça par terre. En fait, c'était parce que c'était dans un open space et il avait matérialisé quand les gens allaient se parler. Et parce que tout étant digital, on communiquait un peu moins, tu vois. Et là, c'est l'artiste au service, entre guillemets, de la QVT, parce que tu viens matérialiser quelque chose qui est la différence entre parlez-vous, maintenez le lien et la réalité du lien, en fait. Et tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'expressions à aller chercher. On se dit que c'est secondaire, peut-être aujourd'hui, évidemment, il y a des coupes budgétaires, etc., etc. Mais non, en fait, c'est fondamental. Parce que si tu veux que ton entreprise tienne, tout à l'heure, tu parlais de santé mentale, de l'isolement de la santé mentale, le sujet de demain, pour moi, c'est la santé mentale. Enfin, pour moi et notre équipe, c'est la santé mentale. Mais du coup, c'est le lien, en fait. De facto, ça va ensemble. Comment on recrée une société ? Une société, c'est un collectif. C'est du lien, c'est des interactions. Le monde de l'entreprise, c'est un des plus beaux lieux d'interaction sociale. On se dit qu'aller bosser, c'est juste gagner du pognon. Mais non, c'est rencontrer l'autre. Aller bosser, c'est rencontrer l'autre qui ne nous ressemble pas, qui, à la base, souvent, je dis, t'es fan de Mika, l'autre est fan de Johnny, vous vous prenez tous les deux pour des gros beaufs et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous partagez des valeurs communes. Combien d'histoires à la base, on se détestait puis on est devenus les meilleurs amis du monde. Combien d'histoires comme ça dans le monde de l'entreprise. Et donc, pour moi, l'entreprise, c'est un fabuleux vecteur social, en fait, voire sociétal à ce stade-là. Et ça, c'est ça qu'il va falloir qu'on aille retrouver avec, évidemment, des mécaniques télétravail pour la concentration et autres. Mais il va falloir que chacun comprenne, en fait, que chacun comprenne qu'aller bosser, c'est bon aussi pour sa santé de rencontrer l'autre sans dogmatisme pro ou contre le télétravail, hein, ça dépend vraiment. Moi, je le vois au sein même de mes équipes, il y en a qui sont des hyper introvertis, qui sont vraiment très contents de voir personne en ce moment, voilà, et il y en a d'autres qui ont qu'une envie, c'est d'aller faire des câlins à des gens dans la rue parce qu'ils manquent de vie sociale, quoi. Ouais. On est tous différents. Par contre, se rappeler la notion de collectif, parce que comme on se rend plus trop compte qu'on est un collectif dans notre système, tu vois, globalement peut-être un peu étatique, on n'a plus cette notion de collectif. Au moins, le travail, ça donne un sentiment collectif au-delà du monde de l'associatif et autres. Ok, ouais, il y a alors deux choses, j'aimerais, et puis comme ça on terminera sur la partie artistique. En fait, j'ai plein d'exemples aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu l'occasion en début, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs typologies d'entrepreneurs. Moi, j'ai commencé par le freelancing et sur le fait que du coup j'intervenais en tant que sous-traitant pour d'autres entreprises et du coup ça me fait penser à Graphito qui est une entreprise dans la santé sécurité au travail, qui eux justement interviennent ou font intervenir des troupes de comédiens dans les entreprises et donc ils vont jouer pendant 1 heure, 2 heures justement avec une troupe de comédiens et en même temps des collaborateurs qui eux veulent jouer aussi, et donc ils vont simuler par exemple la santé mentale, par exemple les risques psychosociaux avec des exemples bien précis. Par exemple, si c'est une entreprise dans le BTP dans laquelle ils interviennent, et ils vont prendre des exemples justement
criants qu'on peut voir dans le BTP qui sont très drôles, mais en même temps c'est la réalité. Et donc il y a ce côté artistique. Et un autre point, je connais aussi Vincent Giraudot, je sais pas si ça te parle, qui est président de la Fédération des acteurs de la prévention, la FAP, et Vincent justement a une sensibilité sur la partie cirque. Et donc c'est comment je crée du lien humain. Je fais de la prévention, je fais pas mal de choses, mais avec le cirque. Et j'aime bien ce côté-là, mine de rien, artistique, où on est déjà plus dans le cadre du travail, on n'est plus dans l'enceinte physique du travail, mais on est sous un chapiteau. Et là, on va parler quand même de santé, sécurité au travail, et on va parler justement de travail, mais sous un chapiteau avec des personnes du cirque qui vont te faire des exercices, bien sûr, en toute sécurité, mais qui vont te permettre justement de prendre conscience de ton corps, de qui tu es, de ta façon d'être, que au final, mine de rien, c'est de toi, hein. On parle de ta santé mentale, de ta santé physique. C'est quand même, c'est pas parce que t'es au boulot que hop, on ouvre une porte et on la ferme en sortant. Non, on est un être humain qui a une vie, et puis certes, il y a un peu de pro, de perso, de plein de choses mais au final, c'est qu'une seule vie. Et je trouve ça assez intéressant. Ouais. J'en ai entendu beaucoup de bien de ces genres d'initiatives dans le monde de l'entreprise. Les salariés aussi, les collaborateurs, ça leur permet d'avoir une vision un peu différente. Et c'est sûr, tu sais, pendant des années, on a parlé de dissocier la vie pro et la vie perso. En fait, c'était le grand truc. Et je me disais, mais en fait, il n'y a pas un bonheur. Je me rappelle être intervenue au ministère sur la santé au travail. Attendez, il y a une santé, en fait. Il y a pas, il y a une seule santé. Et c'est comme il y a un seul bien-être. Hein. Et c'est vrai que l'entreprise peut faire les plus belles choses du monde. En l'occurrence, elle peut se dire, j'ai mon salarié, pour reprendre la métaphore de la graine, je lui apporte dans mon terreau tout un tas d'engrais. Si dans la vie perso ça va pas parce qu'il manque d'eau et de soleil, en fait, pour continuer, parce que son couple ça va pas, parce qu'il vit tout seul, pour tout un tas de raisons, parce qu'il est en décrochage par rapport à sa famille, voilà. Effectivement, tu peux tout lui mettre, il ira peut-être un peu mieux au travail, mais ça ira pas quand même, en l'occurrence. Et c'est vrai que la question qui va se poser demain, probablement, c'est cet accompagnement, parce que nous, les salariés qu'on voit en souffrance aujourd'hui, parfois ils sont pas en souffrance par rapport à l'entreprise, mais par rapport à une sorte de déficit de confiance dans l'avenir. En fait, ils ont peur de l'avenir, donc c'est pas tant de la responsabilité du manager que de les rassurer sur l'avenir du monde, hein. À ce stade-là, c'est un peu ça, sauf on est dans une société où il y a un tel déficit de confiance. Tu vois, autrefois, je crois qu'on en parlait au téléphone la dernière fois, on avait confiance avec le maire du village, plus le prêtre, plus l'instituteur, plus le médecin. C'était eux qui nous donnaient le là et on était d'accord. Maintenant, tu sais plus qui. T'allumes la télé, t'as deux médecins qui s'emplâtrent. Ouais, c'est ça, mais au sein même d'une profession, tu vois, t'as deux médecins qui s'emplâtrent, deux économistes qui s'emplâtrent, et du coup, il y a le salarié aujourd'hui, et par rapport à la santé mentale, ça va être prédominant, et dans une société de déficit de confiance, en fait, et dans une société de défiance. Et la question, c'est comment est-ce que l'entreprise va aller chercher va aller le réassurer, et est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de le réassurer, en fait? Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que nous, on le voit et tu dois le voir, l'entreprise est en train de mettre en place, mais tout un tas de trucs pour le collaborateur. On lui donne ses cours de yoga, on lui donne du temps pour aller dans le monde associatif, ce qui sont des choses bien, en fait, à la base. Sauf que, est-ce que ça déresponsabilise pas un peu plus le collaborateur parce que le monde associatif, il pourrait faire ça le week-end, le yoga, il pourrait faire l'action, finalement, d'y aller, mais le monde de l'entreprise sait que le collaborateur va pas bien, qu'il perd un peu sa capacité d'action, et le monde de l'entreprise est en train d'offrir les psys, voilà. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Probablement, c'est très nécessaire aujourd'hui, mais quid de la conséquence de tout ça aussi à long terme? Et est-ce que, je pense que ça va poser énormément de questions sur qu'est-ce qu'une entreprise demain, en fait. Je sais pas ce que tu vois, toi. Ouais, je te rejoins sur tout ce que tu dis, et il y a quelque chose qui est assez
assez fou. Je me suis beaucoup renseigné ces dernières années sur le sommeil. Je suis passionné par comment on fonctionne et puis bon, les différentes oscillations de notre cerveau sur les différentes phases du sommeil. Mais au-delà de ça, de la santé que le sommeil peut déclencher tant dans la bonne santé que dans la mauvaise santé. Parce qu'on sait... C'est-à-dire qu'en fait, si tu dors bien, voilà, tu as ton quota de sommeil, et ben de manière générale, tu vas être en pleine forme, tu vas avoir de l'énergie le lendemain, tu vas pouvoir nettoyer tes émotions. Je vais être très simplifié, je rentre pas dans les détails avec la sphère scientifique, mais pour qu'un maximum de personnes comprennent. Mais mine de rien, notre cerveau fait une sorte de petit reset quelque part sur ce qu'on n'a pas besoin en tout cas de garder et consolide ce dont on veut vraiment garder. Donc voilà, ça a un rôle sur la mémoire également. Et inversement, en fait, si on ne dort pas assez, si on a une mauvaise qualité de sommeil, eh ben en fait, on peut arriver sur plus largement sur des démences type Alzheimer. En fait, aujourd'hui, on a des retours qui sont assez importantes. Si tu aimes lire, je t'invite à lire justement Pourquoi nous dormons du Dr Walker, qui est américain et qui est juste exceptionnel. Avec, ben voilà, il parle justement du sommeil, mais du sommeil en tant que avec les pilotes de ligne, typiquement. Ben voilà, s'il y a une problématique sommeil, si les pilotes, le commandant de bord et le copilote n'ont pas assez dormi, bah justement, il y a des probabilités justement de faire des erreurs derrière qui sont beaucoup plus importantes. Pareil pour les chirurgiens. C'est juste, j'ai plus les chiffres, je dirais des bêtises si je les sortais, mais c'était tellement énorme de se dire, ok, ils passent tellement d'heures à bosser d'affilée sans faire des vraies pauses, etc. Et en fait, le risque justement de se tromper de genou ou j'en sais rien ou que sais-je, en fait, il est vraiment présent et il augmente en fait avec la qualité de sommeil et la quantité de sommeil. Également. Et en fait, je vais rebondir là-dessus sur tout ce que tu viens de dire, c'est que il y a des reportages, notamment sur France 2, Arte, etc., sur le sommeil, qu'on peut voir en replay, qui sont assez intéressants. Et notamment, à un moment donné, je me souviens plus de quel reportage, mais à un moment donné, il y a une entreprise américaine qui parlait justement du sommeil de ses collaborateurs, et il leur disait, en fait, si vous dormez 7 heures, vous avez une prime de $100 par mois si vous respectez ce sommeil. Et en fait, ils sont arrivés à ce niveau-là, de se dire, ok, pour qu'il soit productif, pour qu'il soit en bonne santé physique et mentale, le collaborateur, justement, on va lui donner des primes pour qu'il dorme bien. Et je trouve ça quand même assez fou, mais ça rejoint en fait tout ce que tu viens de dire. Et c'est un vrai questionnement sociétal. Tu peux te dire, c'est logique, en fait, si tu y réfléchis, mécaniquement, c'est logique. C'est logique qu'on propose des cours de yoga, c'est logique nous, dans notre entreprise, par exemple, on a tous les webinaires où tous les collaborateurs peuvent venir. Ils viennent ou ils ne viennent pas. Mais pour nous, ça nous paraît logique de le proposer. Mais après, le salarié vit à travers l'entreprise, parce que est-ce que c'est de l'ingérence de proposer ça? J'ai pas les réponses en fait, mais je me questionne beaucoup justement sur la limite et à quel moment finalement tout à l'heure on en parlait, on a déjà notre place qui est définie par rapport à notre boulot aujourd'hui, dans notre système économique, dans notre système sociétal, voilà, on ne se définit que par rapport à la valeur travail. Ça me pose des questions sur la société de demain. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il y a le choix, est-ce qu'il n'y a pas le choix? Peut-être qu'en ce moment il n'y a pas le choix non plus, en fait, mais on est quand même en train de faire de l'ingérence et de déresponsabiliser peut-être aussi un peu. Normalement les gens doivent se dire naturellement, il faut que je dorme 7 heures parce que c'est de la logique pour moi-même, en fait. Et tout d'un coup on vient te donner une prime. À quel moment on va te donner une prime pour faire du sport, pour être plus beau, plus musclé, pour tenir plus longtemps dans le domaine professionnel? C'est toutes les questions par rapport à l'individu, par rapport à la notion d'individualité. Je pense que c'est des sujets passionnants, mais on tombe dans de la philo à ce stade-là, dans de la socio aussi. Ouais. Et c'est marrant, à un moment donné, je me posais cette question, à quel point trop de
corporatisme à l'intérieur d'une boîte devient de la manipulation, parce que on avait réfléchi à ça avec Eva dans mon équipe. On se disait, mais tu te rends compte, tu as des rites d'adoubement au démarrage, tu as des parrains, tu as des novlangues dans certaines boîtes. Enfin, tu arrives je sais pas, quand tu fais des interventions de temps en temps, ils te parlent dans une sorte de comment ça s'appelle, tu sais, de sigle incompréhensible. Tu deviens Googler, en fonction de là où tu bosses, tu as un nom d'équipe. Et je me disais, c'est quoi la frontière entre guillemets, la marque employeur, le sentiment d'appartenance en fait, et finalement la notion d'individualité. Et pareil, j'ai pas les questions, mais tu vois, à un moment donné, on réfléchissait même au mécanisme des sectes. Alors c'est différent parce que la secte, tu payes évidemment une rétribution, mais à quel moment t'as des reportages qui sont en train de passer là, pareil, alors je sais plus où j'ai vu ça, de salariés, de témoignages qui disaient qu'ils ne vivaient que par leur entreprise, et du coup qu'ils n'étaient que leur entreprise en fait, tu vois, qui mangeaient, qui vivaient tout par leur entreprise. Et puis alors t'as les entreprises où ça a une cause sociétale, donc ça vient te transcender, mais tu as des entreprises où c'est pas une cause sociétale, hein. Donc c'est un peu différent, et vraiment je pense que c'est tout un volet de questionnement. Alors on n'y est pas parce que c'est peut-être très anecdotique, mais c'est des vraies questions, hein, de l'individu au sein de la société avec un petit S et au sein de la société avec un grand S. Je te rejoins complètement. Ça me fait penser à un bouquin qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le lire. Non, mais je veux bien que peut-être en commentaire de ton podcast, tu nous mettes les 2 références. Et je vais me noter. Non, je connais pas. Je mettrai dans les notes, en effet. Alors, c'est un Américain, justement, qui a passé quasiment toute sa vie sur qu'est-ce qu'était que l'influence et la manipulation, et il a fait des études donc scientifiques qui permettaient de savoir en fait comment les sectes par exemple fonctionnaient, et que en donnant par exemple une rose justement à la sortie d'un aéroport par exemple en Inde, et va pouvoir influencer en fait la personne sur le fait de donner $10 par exemple pour pouvoir justement alimenter cette secte derrière. Bref, il y a des choses qui sont fantastiques. Pareil pour la partie commerciale, quand tu vends quelque chose, est-ce que c'est de l'influence, est-ce que c'est de la manipulation? Il y a des codes qui fait que si tu as une chemise bleu roi, ça va vendre davantage. Donc est-ce que tu es dans l'influence ou dans la manipulation? Et puis en fait c'est tout un tas de choses comme ça. Alors c'est un bouquin qui est pas forcément facile à lire parce que il y a beaucoup de sociaux, il y a beaucoup de réflexions derrière, mais en fait, je trouve ça assez fantastique après. C'est ça, et tu vois, là, moi, je suis en train de finir Système 1, Système 2 de Kahneman sur les biais cognitifs, et en fait, je pense qu'en fait, on ne s'en rend même pas compte, tu vois, c'est même pas de la manipulation en tant que soi, parce que de temps en temps, on te reproduit, on t'a dit qu'il fallait faire ça, alors tu le fais, et tu te rends même pas compte que toi, tu dis aux autres de le faire, tu sais, tu rentres dans une sorte d'écosystème, et c'est pour ça, j'ai un vrai sujet, moi, sur la notion d'individualité, de souveraineté de chacun. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce que tu m'évoquais tout à l'heure sur le parcours de vie, sur tes choix personnels de parcours de vie au sein d'une entreprise, au sein de ta vie d'un point de vue plus général. Et c'est, tu vois, pour en revenir au tout démarrage du podcast, ça, on est capable de le comprendre quand on cultive sa curiosité. Et ce qui est très rigolo, c'est que, je pense que tu es plutôt un optimiste de nature, sinon tu ferais pas ton métier. Tu te dis que les choses peuvent changer quand tu vas dans une entreprise. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Souvent, on taxe les optimistes de naïfs. Pour moi, les optimistes que je connais, c'est presque au contraire. C'est ceux qui se sont souvent, qui ont une curiosité telle qu'ils ont compris peut-être l'existant, l'état de l'existant, et qui se disent mais moi je veux contribuer, et qui sont allés chercher justement à comprendre les biais cognitifs. Moi, l'affluence, c'est un sujet qui me passionne aussi, parce que est-ce que l'influence est au-dessus des médias aujourd'hui? Je me pose vraiment la question, hein, quand je vois les copains influenceurs, leur capacité de mettre un produit, tout d'un coup ça fait des sold out, je trouve ça absolument incroyable, hein. Et c'est vrai, c'est des questions sociétales en fait, mais en fait si tu veux être optimiste, t'es obligé de te dire ok, c'est quoi tout, en parlant de système, c'est quoi tous les systèmes qui nous entourent, et comment au sein de ces systèmes on va pouvoir se dire
un système reste un système et on peut l'utiliser pour avoir une contribution et un impact en fait positif. Et c'est là qu'on vient chercher de l'optimisme. Et pour moi, c'est le terreau de l'optimisme, c'est une profonde curiosité. Regarde tous les sujets qu'on a pu aborder en une heure de podcast à 360 en fait. C'est pas du tout. Le monde de l'entreprise, c'est un écosystème et il faut comprendre les autres écosystèmes aussi pour comprendre peut-être nos pensées biaisées, les systèmes dans lesquels les salariés ont grandi. Et deux salariés qui sont à côté et qui bossent en tant qu'opérateurs sur un système de prod, les deux seront très différents en fait. Et c'est aussi ça qu'il faut revenir au monde de l'individualité. Ce qui est très complexe parce qu'on a pensé en macro en se disant on va donner ça, mais le problème c'est que avoir une belle plante verte, il y en a qui en ont rien à secouer d'avoir une plante verte dans les bureaux, ils en ont rien à faire, ils préféraient avoir autre chose. Et t'as celui pour qui la plante verte elle est hyper importante. Et ça c'est la question du quoi en fait, c'est la question du qui en fait, qui es-tu en tant que salarié. Et c'est moi pendant très longtemps il y a plein de gens qui comprenaient pas pourquoi on fonctionnait. Pourquoi nous ça marchait, pourquoi alors qu'on n'était pas du tout plus compétents, plus sachants, surtout dans le domaine de la QVT. Alors maintenant, on a un tel benchmark, on sait tellement ce qui se passe dans le monde de l'entreprise qu'on est devenu dans des sortes de baromètres, on voit très bien ce qui se passe. Donc là, maintenant, on est les sachants, il n'y a pas de sujet. Mais au démarrage, quand on est arrivé, en posant la question, les gens ne comprenaient pas c'était quoi ces gens qui sortaient d'autres genres de métiers en plus qui arrivaient. En fait, on avait la curiosité et probablement l'intention d'eux. En fait, notre intention, elle n'était pas biaisée, c'était que ça nous paraissait une telle évidence que se sont ralliés à nous des gens qui nous ont tout expliqué, en fait. Et des patrons, je te dis, au N-99, dans la même boîte, on avait les deux sons de cloche. Et c'était ça c'est ça aujourd'hui qui est incroyable. Et c'est vrai que en fait, il y avait l'intention posée était telle qu'elle était non opposable, parce que quand on nous rencontre, je pense que ça se voit, ça se sent, et c'est ça aussi. Se ressent. Mais c'est ça, et c'est ça aussi, c'est de se dire, on contribue, en fait, nous, notre capacité, c'est d'amplifier en fait les choses, c'est-à-dire, on est là, on est pile à ce truc-là, notre capacité, c'est d'amplifier ce qui se fait ailleurs par les vrais compétents, les vrais experts, les vrais sachants, en fait. Et ça, en 5 ans, il y a 5 ans, personne n'aurait prédit ça. Pour le coup, de temps en temps, je papote avec ceux qui nous ont fait confiance au démarrage. Ils nous disent, oh là, c'est incroyable, il y a 5 ans, qui l'aurait dit et c'est pour ça, à tous ceux qui écoutent en fait ce podcast et qui sont arrivés à la fin de ce podcast, ne préjugez pas du fait que ça va marcher ou que ça va pas marcher. Quand l'intention elle est là, ceux qui ont la même intention vont se fédérer. En fait, autour, vont s'agréger. Quand c'est pas à l'intérieur de l'entreprise, si c'est une géante, ça sera. Vous commencez à communiquer sur vos causes, sur LinkedIn. Vous trouverez ceux qui agissent en fait, et ça va faire de l'influence positive, parce que il va falloir qu'on conclue parce qu'on est bavard, mais nous on s'est rendu compte aussi d'un truc, c'est que dans le monde de l'entreprise, combien de fois, par exemple la dernière fois, j'ai une nana qui bossait chez Airbus qui était au potentiel et qui se disait je sais pas trop comment en parler, alors au potentiel, neuroatypisme, tu vois. Okay. Et je lui disais, mais tu sais que chez Airbus vous avez le premier réseau des neuroatypiques avec McGift Network, tu vois. Et elle me dit, ah non, je n'étais pas au courant. Et là tu te dis, en fait, c'est incroyable aussi le nombre de relations de l'extérieur qu'on fait dans le monde de l'intérieur, parce que parfois tu as tellement de communication que tu n'arrives plus à tout lire, quand tu es dans une entreprise, tu reçois tellement de trucs de tous les services, RH, développement durable, machin, etc., que tu es complètement presque perdu, donc tu n'as pas forcément identifié ceux qui sont, entre guillemets, comme toi, convaincus de la même cause. Alors parfois ça peut être, là je te parle de développement durable ou autre, mais ça peut être parité, égalité, diversité, chacun ses causes en l'occurrence, et l'enjeu c'est de se trouver probablement ces fellows, tu vois, ceux qui vont dire, je te comprends, t'es pas tout seul en fait. Et j'aime bien
Et c'est probablement ça que tu fais aussi, parce que quand tu as de la transfo, tu sais que tu en as, allez, sur le groupe, tu en as quand même quelques-uns qui vont commencer à pouvoir interagir. Tu dégoupilles le nombre de... tu sais, la petite... allez, ose, en fait. Ose réfléchir, ose exprimer qui tu es, en fait. Tu vois, au-delà de ton... on t'a mis dans une case et tu es ça. Ouais. Du coup, question, comment toi tu fais pour être heureuse ? Vaste question. En fait, je crois que j'ai une capacité d'émerveillement. En fait, j'ai une sorte d'enthousiasme naturel qui fait que, tu sais, souvent on te dit qu'il faut regarder ce qui va bien dans ta journée. Moi, c'est vraiment profondément naturel. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des couacs de vie, que de temps en temps, j'en veux pas à l'intégralité de la société d'être comme ça, tu vois. Et puis j'ai des phases et puis on est cyclique aussi. On a des phases. Moi, j'ai des phases plus ou moins introverties, mais j'ai compris en fait mes ressourceurs. Tu vois, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais fait du sport avant le podcast. Moi, l'écriture, par exemple, je sais que quand j'écris, ça me permet d'exprimer probablement et ça me fait du bien. Donc, j'ai compris là où étaient mes ressources, en fait, et probablement une sorte d'enthousiasme naturel du jour où j'ai compris que la vie c'était presque comme une sorte de jeu vidéo, en fait, ou un livre avec ou une pièce de théâtre avec différentes scènes et différents actes, ou des niveaux comme dans Mario, en fait. Une fois que j'ai compris que t'avais des petits, tu vois, t'avais des cases, un point d'interrogation. Je te fais la métaphore pour ceux qui ont joué peut-être un jour à Mario, où t'as des petits points d'interrogation, où tu sais pas ce sur quoi tu vas tomber, et puis tout d'un coup tu passes à un autre univers, en fait. Depuis que j'ai envisagé ma vie comme ça me donne peut-être aussi une certaine résilience à me dire c'est apprenant, en fait. C'est un énorme apprentissage et c'est l'apprentissage. Voilà, et je crois que ça fait que t'as certains qui vont me dire ouais, c'est un peu le taoïsme, etc. Mais c'est une sorte d'énorme apprentissage. Mais est-ce que c'est que je me mets des... est-ce que j'ai court-circuité mon cerveau pour lui dire non, pars pas dans la collapso, ma pauvre Catherine, tu seras pas très utile là-dedans, tu vois, copains qui le font beaucoup mieux, d'affoler tout le monde, pas de problème. Mais maintenant, ouais, je vis ça comme une grande expérience, en fait, et du coup, ça me libère probablement de la finalité. C'est-à-dire que et je me barométrise à la joie, en fait. C'est-à-dire que, écoute, si c'est joyeux, si c'est intéressant, si c'est stimulant, j'y vais. Et aussi, peut-être dernier point pour être heureux, j'ai compris que la vie, c'était des flux, en fait. Et souvent, je cite Duc Aduong, je sais pas si tu le connais, qui a théorisé un peu des 5 flux en disant, il y a des flux matériels et des flux immatériels. Donc, le flux matériel, c'est le pognon, en fait. On est d'accord, et le troc d'ailleurs aussi, et puis tu as les flux d'émotions, les flux de connaissances, le flux d'amour tout simplement, et une fois que tu arrives à comprendre que voilà, tu es dans une sorte de tu vis ta grande expérience, la finalité on la connaît tous, on va tous mourir, pas de problème. Une fois que tu as compris que tu étais vulnérable, que tu as un peu, tu vois, que tu as enlevé toutes tes couches, que tu as un peu déconstruit tout ton chemin, que tu t'es dit je me sentais en décalage, et finalement ce décalage, je le trouve absolument incroyable, parce que je rencontre que des gens en décalage maintenant, donc en décalage, qui dans se le bon sens du terme. Ouais, mais qui eux-mêmes se sentent en décalage par rapport à d'autres, donc en fait on se sent presque tous en décalage, donc tu vois, tout va bien, en fait, en se disant voilà, le bonheur c'est peut-être là-dedans, c'est se dire j'ai une maigre contribution. Voilà, on a tous notre maigre contribution. Par contre, je la vis vraiment, cette contribution, et j'expérimente. Et la vie, c'est ça, c'est une grande expérimentation, une grande expérience plutôt. Ouais. Et je sais pas, et ça me rend joyeux. Je fais les choses avec enthousiasme aussi. C'est-à-dire que je suis contente. Tu vois, je suis contente quand on papote. Je suis contente. Tu vois, je suis contente des choses, en fait. Ça m'enthousiasme de faire. Tu vois, ça. Et aussi, j'ai fait la paix avec le temps. C'est-à-dire que tu sais, quand t'es entrepreneur, souvent on te dit, faut faire des rendez-vous d'1 quart d'heure, d'une demi-heure, machin. Non, moi, mes rendez-vous, ça dure 1h30, ça dure 2 heures. Mais du coup, voilà. Alors là, c'est moi qui parle, mais tu vois, mais je prends le temps de rencontrer l'autre personne, et c'est important, en fait, ce temps. En fait, c'est je jouis pleinement de mon temps, en fait.
Ok, j'aime beaucoup jouir pleinement de son temps. Ouais. Euh, Petit point, on est encore, on est reconfiné là, si je puis dire. On a parlé un peu de santé et relativement rapidement, qu'est-ce qui est pour toi ou qu'est-ce qu'on pourrait préconiser à nos auditeurs qui sont confinés, voilà, ou peut-être que leur santé mentale leur fait un peu défaut. Comment toi tu verrais justement, ou qu'est-ce que tu leur préconiserais pour aller Mm. mieux quelque part? Alors, t'évoquais le sommeil, mais c'est facile de dire à quelqu'un de bien dormir quand il est hyper stressé. Voilà, donc ça, faut probablement aller regarder les livres que tu nous as évoqués, peut-être se renseigner auprès de toi aussi. Donc ça, le sommeil, c'est franchement quelque chose de fondamental. Et moi, j'ai la chance de bien dormir. La chose que je préconiserais et que j'ai beaucoup dit à des étudiants, en fait, aussi, parce que les étudiants ont le moral un peu dans les chaussettes, c'est de voir cette période comme une période, un espace où on peut apprendre quelque chose. En fait, il ne faut pas que 2021 et tous ces confinements, parce que je ne sais pas combien il y en aura encore dans les années à venir, nous volent notre temps et se dire qu'on a le temps d'apprendre quelque chose. Donc d'avoir une activité sur la continuité, peut-être sur 2021 en entier, se dire je vais explorer un sujet ou je vais faire quelque chose que je ne m'étais pas donné comment ça s'appelle, la chance et le temps de faire. Parce que c'était pas indispensable, parce que je suis, je sais pas, maman ou papa de famille, parce que je me dis que j'ai jamais le temps, parce que je suis stressée. Se dire que 2021 nous a pas volé notre temps et rentrer dans une activité sur le long terme. Alors ça peut être, tu vois, moi je suis en train de décortiquer le sujet des biais cognitifs, mais ça peut être, si on est artiste, commencer à dessiner, si on a envie d'être entrepreneur, commencer à se renseigner, mais quelque chose qui soit dans la durée. Et je crois beaucoup aussi aux bénéfices, alors ça va être un peu curieux je pense, mais des séries. Pourquoi ? Parce que pour moi, pour avoir beaucoup voyagé, le côté d'avoir une série qui me suive, ça me permettait de me réancrer le soir. En fait, je regardais Friends, alors je connais par cœur, je suis une experte de Friends. Ça paraît débile, parce que je connais tout par cœur, mais ça me donnait une sorte de de régularité et de sentiment d'ancrage dans un monde. Alors moi, c'était bouger parce que c'était les avions, les machins, donc c'était du vrai mouvement. Mais là, on est en mouvement parce qu'on est secoué, et se dire, tu vois, tous les soirs qu'on va retrouver et se lancer dans une nouvelle série ou dans un nouveau livre, voilà, ça va dépendre de chacun, mais donc se lancer dans une activité où on sait qu'on grandit parce qu'on se dira, cette période aura été apprenante, et se lancer dans quelque chose qui est aussi peut-être dans la continuité. La série qu'on regarde pendant 5 minutes le soir, peu importe, je trouve que ça permet une sorte de réancrage. Je parle pas de méditation, je parle pas de sport, parce que bon, ça, je pense qu'on en parle beaucoup, on en parle assez aussi. Et tout le monde n'est pas capable en fait de faire du sport chez soi quand tu as des voisins au-dessous et un parquet qui craque. Je peux vous l'accorder que n'importe quoi que tu fasses chez moi, ça s'entend au-dessous. Et la méditation, parfois, ça peut faire très peur à certains parce qu'ils sont envahis de toutes les pensées. Pour autant, je pense que c'est très important en l'occurrence. Et par exemple, pour la méditation, pour ceux qui n'arrivent pas forcément à le faire, moi je crois beaucoup dans la marche méditative. C'est-à-dire que moi j'adore me balader. Et puis en plus, les médecins vous disent de sortir vous balader. Partir avec de la musique classique, tu vois, dans les oreilles, t'as l'impression de faire partie d'une sorte de film. Je trouve ça très marrant, tu vois, t'as l'impression d'être dans ton propre film, tu vois, tu mets ta musique, t'es un peu la BO de ta vie. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, cette sorte de continuité. D'accord, d'aller explorer. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu conseillerais. Alors moi, je conseille en effet pas mal de choses, mais en fait le sommeil, en effet, c'est un point qui est juste essentiel. Tu parlais de temps, moi aussi. Je vais reprendre les 7 points que j'ai évoqués dans l'article qu'on a écrit là dernièrement. En effet, il y a les besoins aussi. Quels sont moi mes propres besoins ? Alors on a les besoins vitaux, en effet, se nourrir, boire de l'eau, et puis bien sûr dormir et tout ce qu'on veut, mais il y a aussi les besoins, par exemple, si marcher dans la forêt ou marcher, comme tu disais, avec du son dans les oreilles, une demi-heure tous les jours, je sais pas, avant de te coucher ou que sais-je,
si c'est ça tes besoins, et ben faut pas les changer, quoi. Il faut les garder. Et ce que j'aime dire, c'est surtout les reporter si tu ne peux pas, mais jamais les annuler. Et en fait, c'est vraiment important parce que c'est ton estime de toi. Ça veut dire que les autres, quelque part, ont plus d'importance que toi. Et en fait, si toi, tu fais pas attention à tes propres besoins, à toi, tout simplement, à ta santé, chose que beaucoup de gens ne font pas, et beaucoup de chefs d'entreprise, d'ailleurs, ne font pas également. Je témoigne. Et pour en avoir beaucoup au téléphone, et puis pas qu'en téléphone, dans nos programmes aussi, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on remarque. Et il y a quelque chose, tu vois, qui m'a vraiment frappé ces derniers temps, et on commence à avoir un peu de retour, c'est que lorsqu'on fait un état des lieux quelque part de la santé, purement sommeil, alimentation, etc., des personnes que l'on accompagne, et quand on leur demande sur l'échelle de 1 à 10 à combien tu te situes, ou combien tu situes ta santé, ils sont à 7-8 sur 10, donc tu dis, bon, ben, c'est qu'il est en bonne santé. Mais quand tu regardes à côté, en fait, comment il mange, comment il dort, comment il respecte ses besoins, comment il interagit avec les autres en termes de communication, tu te dis qu'il y a une distorsion qui est complètement énorme. Mais parce que aussi, je pense que alors je fais un focus chef d'entreprise pour le peu, c'est qu'on a aussi un rôle d'optimisme ou d'être optimiste qui, pour certains, quasiment inné, ou en tout cas c'est en nous, et de toute façon on n'a parfois pas trop le choix, et puis c'est comme ça. Alors des fois on peut se voiler un peu la face, mais en tout cas c'est en nous. Donc il y a plusieurs choses, mais en tout cas ces besoins, pour moi, ça me semble hyper important de les respecter. Et tu parlais des séries, je te partage complètement, parce que toi c'était Friends, moi c'était How I Met Your Mother. Ah oui. Et du coup moi c'est pareil, j'ai pas mal bourlingué, voyagé aussi, et j'avais des séries repères comme ça qui permettaient d'être ancrées, qui me rassuraient, et puis qui me mettaient en joie, parce que mine de rien, quand tu suis une série qui a je sais pas combien de saisons, tu dis ce soir il y a un nouvel épisode, et puis ça te met un peu de joie, et tu dis bon, mais ok, c'est un peu la suite. Quand t'es tout seul, par exemple, dans ton mood, alors c'est sûr que si on peut rencontrer d'autres personnes, bon, c'est sûr que je préfère aller rencontrer d'autres personnes dans ces moments-là, mais il y a des moments où si on a besoin d'être avec soi-même. Ouais. Oui, pardon, là on parle de confinement, donc c'est sûr que sinon je dirais allez tous boire un coup en terrasse, hein. Enfin, faut être très clair, et sur les besoins du chef d'entreprise, je pense qu'il y aura beaucoup de burn-out aussi, parce que là tu tiens à la maison, en fait, et c'est vrai qu'à un moment donné ça va poindre, hein. Et pour donner l'exemple, moi j'avais une de nos adhérentes côté l'optimisme.pro qui avait marqué bain dans son emploi du temps. En fait, parce qu'elle se disait que si elle ne notait pas dans son emploi du temps méditation, machin, ça passait un peu, tu vois, un peu à la trappe, en l'occurrence, parce que c'est pas une séance de sport que tu as calé avec un coach, tu vois, c'était juste prendre un bain. Pour elle, c'était un outil vraiment dans son quotidien. Et ben, elle avait fini par le noter dans son emploi du temps. Et ça peut être ça aussi, une façon de court-circuiter les choses, c'est de noter ce qui nous fait du bien dans l'emploi du temps en tant que fondamentaux dans ces 1440 minutes que tu évoquais tout à l'heure. Combien on s'en accorde. Et puis alors c'est chef d'entreprise ou responsable de famille ou RH. Enfin, à partir du moment où tu accompagnes les autres, souvent tu as tendance à te dire allez, moi je me fais passer après. Sauf que si on se crame soi-même, en fait, derrière il y a plus l'entreprise, hein. Faut être très clair pour beaucoup. Les équipes, si tu t'arrêtes du jour au lendemain pour un burn-out, c'est pas forcément bénéfique. Donc l'enjeu je pense qu'il y a un énorme sujet sur se faire passer en premier, surtout dans une ère où on n'a pas forcément appris ça, hein. Et je compte bien avoir Olivier Torres de l'Observatoire Amarok, qui est montpelliérain également, sur ce podcast, qui va nous parler justement de la santé des dirigeants, qui est un vaste sujet, et là ça commence à bouger, mais c'est quand même, tu vois, quand je te parlais de la distorsion, c'est quand même encore bien présent. 2 questions encore, et puis après on va terminer gentiment. C'est quoi ta journée type du lever au coucher? Moi je suis un grand fan de savoir un peu comment chacun font. Zéro, mais vraiment zéro journée type, parce que comme de temps en temps je peux avoir un tournage parce que
pour un quelconque sujet, quand ça peut être sur des passages radio ou autre. Et comme il y a des jours où je peux être non-stop devant mon ordinateur, et la réalité, et c'est ça qui est très drôle, c'est que j'aime tout. Tu vois, je rêve d'avoir une bonne semaine de geek à rester derrière mon ordinateur. C'est une sorte de rêve. Donc, il n'y aura pas de journée type, probablement un démarrage de journée qui est plutôt en lenteur. Pour moi, pas dans la lenteur par rapport à, je fais la gueule en buvant mon café. Je suis plutôt on-off assez rapidement. Par contre, le matin, je vais plutôt me donner du temps. Je vais aller regarder ce qui se passe, je vais aller regarder les réseaux sociaux, tu vois, je vais me donner du temps de décortiquer un peu la société. Par rapport à la curiosité, j'ai 2 téléphones portables qui suivent des actualités complètement différentes. En fait, j'ai éduqué des algorithmes complètement différents. Donc, c'est marrant, tu vois, je regarde un peu ce qui se passe, mais pas du tout pour regarder les infos, plutôt pour regarder la perception des mondes différents. Donc, je trouve ça super curieux. Donc, ma journée va généralement commencer par de la curiosité parce que besoin essentiel pour moi, besoin d'apprendre, sinon ça marche pas. Après, en ce moment, et là, on est en 2021, donc c'est un peu différent. Je passe beaucoup de temps au téléphone avec mes équipes. Parce qu'on a besoin de gérer du lien, et ça prend du temps, parce que comme tu dis, je suis pas dans des conversations courtes. Généralement, dans les journées, j'ai quand même des gens de l'extérieur au téléphone, c'est-à-dire mais ça peut être un lecteur qui est tombé sur mon numéro, un journaliste, quelqu'un sur LinkedIn. Je vais toujours essayer d'accorder du temps un peu à l'extérieur, parce que ça me fait probablement du bien aussi en ce moment de décortiquer un peu comment ça va. Et en période de rédaction de livres, c'est à peu près l'exact opposé. Je suis en Normandie sur une terrasse sans réseau, nullement sans aucun réseau, et ma vie est très différente parce que là c'est l'exact opposé. En fait, je suis en phase d'introversion, donc j'ai vraiment pas de journée type. Souvent en fin de journée, par contre, soit je bouquine, soit je regarde une fameuse série, mais il n'y a pas entre les deux. C'est vraiment c'est le matin, je sais pas ce que je vais faire en fait. Ce que je découvre en plus, c'est pas moi qui mets mes rendez-vous dans mon agenda, donc de temps en temps je découvre un peu que c'est un truc qui s'est calé à ce niveau-là. Mais ouais, la notion du soi à l'extérieur est très importante. Tu vois, t'as toujours une sorte de juste équilibre, et si jamais j'ai pas fait ça, il y a un truc qui va flancher tu vois, en fin de journée. Si jamais j'ai pas eu d'introspection, tu vois, si j'ai dû me lever, partir quelque part, ça va me poser problème. Donc ouais, c'est une sorte tout est équilibre, de toute façon. Ouais, je partage. Mais j'ai pas, tu vois, de trucs de sport bien établis, de ceci, etc. Alors peut-être que je pense que ça fait défaut en ce moment, mais sans salle de sport, je suis bien emmerdée. Ouais, mais en tout cas, t'as des besoins que tu assouvis et qui sont non négociables, mine de rien, pour passer une bonne journée. Ouais, et tu vois, c'est très rigolo parce que tu vois, les petits dessins, alors c'est pas moi qui fais les infographies côté optimisme, c'est Alison dans notre équipe. Par contre, tout ce qui passe côté Catherine, c'est moi. Donc j'ai besoin de ce temps de créativité qui vient, qui ne vient pas, mais je peux mesurer entre guillemets ma santé mentale dans ma capacité à créer, en fait. Okay. C'est si j'ai l'esprit dégagé, en fait, je vais avoir 1000 idées que si, comme tu dis, j'ai mal dormi, je me suis embrumée, je suis en colère ou machin, y a rien qui vient. Et c'est marrant parce que quand t'es créa, tu peux pas partir de rien, en fait. Ouais, je suis 1000% d'accord avec toi. As-tu un gris-gris, une croyance ou un porte-bonheur particulier qui fait que, mine de rien, tu te raccroches parfois à ça ou pas? J'en ai pas, mais j'ai 2 paroles qui m'ont été données respectivement par un copain de lycée et par un ancien coloc. Le premier, c'est un copain de lycée dont j'ai perdu en plus la trace, qui un jour, je me rappelle c'est marrant comme quoi une parole peut te marquer, qui un jour m'a dit, j'avais peur de mes contrôles de maths, et il me dit, mais Catherine, tu vois, t'en fais pas, ce soir tu dormiras au même endroit, tu retrouveras ton lit ce soir et ton contrôle il sera passé. C'est pas un gris-gris en soi, mais pour toutes les journées où j'ai été un peu stressée, j'ai toujours vu, pareil, la notion du temps, tu vois, j'allais d'un point 1 à un point B en me disant, ce soir, je dors dans le même lit.
en me disant c'est déjà une chance de dormir au même endroit. Mais ça m'a aidé probablement à surpasser, tu vois, plutôt qu'un gris-gris ou plutôt qu'un truc de stress, ça m'a aidé à surpasser probablement tout un tas d'épreuves. Voilà. Une phrase d'un copain de lycée que j'ai retenue, c'est très drôle quand même, parce qu'il n'était pas philosophe, mais je pourrais faire une jolie phrase, tu sais, là-dessus, quand vous vous angoissez, virgule, dites-vous que vous avez la chance, tu vois. Je rigole. Ouais, mais des fois, des mots simples. Exactement. Et deuxième gris-gris, pareil, une phrase dite par Erwan, mon ancien coloc, qui un jour m'a dit, c'était un dimanche, il faisait super beau dehors et j'étais vautrée sur mon canapé et en train de râler contre un truc qui m'avait agacé, enfin contre quelqu'un qui m'avait agacé la veille, enfin une rupture, enfin bon bref, tu vois, le truc de base. Et Erwan qui arrive dans la salle et qui me dit « Mais Catherine, tu peux pas laisser quelqu'un qui n'est pas dans la pièce dominer et définir ton humeur du jour ». C'est lui donner beaucoup trop d'importance en fait. Regarde, il fait beau, tu pourrais sortir, tu pourrais, tu pourrais aller courir, tu pourrais aller te balader. Là, tu as quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, qui est peut-être lui-même en train de passer une très bonne journée. C'est double peine pour toi. Et en fait, venant en plus du domaine, tu vois, pour moi, c'était de l'énergie. En fait, du coup, je donnais mon énergie à l'extérieur et je m'auto-infligeais quelque chose dont j'étais maître, en l'occurrence. C'est-à-dire que bah oui, j'acceptais que quelqu'un qui ne soit pas dans la pièce soit en train de dominer mon humeur du jour. Alors, je te dis pas que ça marche à chaque fois, mais maintenant, je fais super gaffe à ça en me disant qu'est-ce qui m'empêche, in fine, de faire ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, et je fais vachement gaffe donc à l'énergie, par rapport à où je la donne et comment je la donne. Donc tu vois, c'est pas des gris-gris, c'est deux phrases qui m'ont été dites par deux acteurs complètement différents de ma vie. Enfin, il y en a un, c'est mon meilleur pote, donc c'est facile, et l'autre, c'est quelqu'un qui est passé dans ma vie en, je sais pas, ça devait être en première. Mais c'est, tu vois, ces deux petits trucs qui, finalement, sont presque suffisants pour moi pour me permettre de faire attention, en fait, on parle souvent de vivre l'instant présent, de vivre en fait en permanence cet instant présent. Et je vis cette journée et je fais attention à où part mon énergie. Et c'est pour ça que j'ai à tous ceux qui sont en train d'hurler devant la télé, je leur dis mais il t'entend pas le monsieur dans la télé, il peut passer une très bonne journée, une très bonne soirée, arrête d'hurler sur quelque chose que tu ne peux pas changer. Je comprends que tu sois triste. Je dis pas qu'il faut nier les émotions, limite au contraire. Par contre, à un moment donné, s'en rendre compte en fait. Yes. Où est-ce qu'on peut te joindre ? LinkedIn, Instagram, meilleur moyen de me joindre. Donc mon LinkedIn, Catherine Testa, il y a sur LinkedIn l'optimisme.pro, l'optimisme.com. Sur Instagram, ma boîte mail, j'ai 3 personnes qui la lisent, enfin 2 et moi, m'en sort pas. Donc voilà, si on veut me contacter, c'est vraiment par LinkedIn ou par Instagram. J'ai jeté, je pense que j'ai jeté l'éponge sur ma boîte mail en ce moment. Voilà. Mais c'est vraiment les meilleures façons de me joindre. D'accord. Un dernier mot à nos auditeurs ? Vous êtes incroyables. Je pense qu'on ne nous le dit pas assez, que notre société ne veut pas nous le dire, que le monde de l'entreprise, c'est dangereux de dire à un de ses collaborateurs qu'il est incroyable parce qu'il pourrait demander une augmentation un peu trop forte. Mais on est tous incroyables, même si on n'arrive pas à le voir aujourd'hui, même si on ne sait pas encore pourquoi, même si personne nous le dit, en l'occurrence. Et à partir de ça, c'est pas que vous êtes au-dessus des autres, c'est que les autres aussi sont incroyables. Mais à partir du moment où on fait la paix avec ça, on se rend compte qu'on peut, comme tu l'évoquais tout à l'heure, être acteur de son parcours de vie, de son propre développement, et on peut se mettre au service du collectif et commencer vraiment à avoir un impact en fait. Et c'est ça, on nous a dépossédé peut-être de notre souveraineté, et ça fait qu'on a oublié à quel point on était tous pas grand-chose, mais tous incroyables sur un élément. Tous incroyables. J'aime beaucoup cette fin de podcast parce qu'en effet, je crois profondément qu'on est tous incroyables et qu'on a tous des super pouvoirs quelque part et qu'il faut savoir les révéler pour certains, d'autres qui les connaissent déjà et qui les développent au fur et à mesure. Super, merci Catherine pour ces presque 2 heures passées ensemble, c'est génial, on pourrait même rester plus longtemps parce que tellement les sujets sont vastes, mais ça sera pour une prochaine fois ou dans un autre contexte. N'hésitez pas à lire aussi Oser l'optimisme,
et oser être soi, même au travail, qui sont 2 livres écrits par toi, Catherine, hein, c'est ça? Oui. Et puis merci à toutes celles et ceux qui nous suivent encore, parce que tenir presque 2 heures, c'est que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à partager ce podcast, et puis quelque chose qui est vraiment très important aussi pour moi, ne consommez pas juste du podcast, mettez en application ce qu'on peut entendre dans ces podcasts, parce que c'est qu'en appliquant, qu'en testant, qu'on va pouvoir vraiment changer, et pas juste écouter. Voilà, merci à toutes et à tous, et puis à très très vite. Ciao ciao. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.